pas certain que quand on copie de façon mécanique un investisseur, sur le chemin, on apprenne quoi que ce soit. Le recrutement, c'est essentiel, vraiment d'avoir les bonnes personnes et de leur faire confiance. Bientôt une nouvelle fintech pour boursicoter. Elle s'appelle Shares et son président et cofondateur Benjamin Chemla est sur notre plateau. Et donc ta boîte, tu la valo combien à l'époque? Je l'ai valorisé 40 millions. Moi, vraiment, mon objectif n'est pas d'accumuler de l'argent. Mon objectif, c'est d'investir dans 25 000 domaines. Demain, vous serez au grand rendez-vous Vivatech au Dôme de Paris dont on parle depuis le début de la semaine, aux côtés de Benjamin Chemla, le patron d'une nouvelle start-up d'investissement qui s'appelle Shares et dont vous êtes les ambassadrices. Et déjà, à l'UC Serena sur scène, il y a 4000 personnes, je vois mon père au premier rang. Et là, à ce moment-là, j'ai des larmes qui montent aux yeux. Je m'appelle Louis Debouzy. Alors que j'ai à peine 20 ans, j'apprends que je ne pourrai plus jamais marcher. Je comprends alors que je vais devoir gagner de l'argent pour avoir au moins le même niveau d'autonomie que n'importe qui. Je crée ma première société, que je développe jusqu'à 250 salariés, avant de la revendre. Depuis, je suis fasciné par ce qui motive les gens à agir. Être dans l'action, partout, tout le temps, c'est ma devise. C'est pourquoi j'ai créé le podcast Cut the Crap. J'invite des gens passionnants et passionnés, des personnes dont le regard s'anime quand elles parlent de leur travail, leur passion ou du projet de leur vie. Bref, des gens qui incarnent l'action et la passion. J'aborde leur parcours en leur posant des questions provocatrices et non conventionnelles. C'est ça, Cut the Crap. Bonne écoute. Glenn, je suis ravi de te recevoir. Merci de me recevoir, très content. J'ai un lien un peu particulier avec toi parce que je te connais via un ami commun à l'époque où j'étais stagiaire dans un cabinet d'avocats et t'es un peu l'une des premières personnes avec lesquelles j'ai pu découvrir l'entrepreneuriat parce qu'on va en parler, mais tu es un avocat qui a du coup quitté la profession pour se lancer dans l'entrepreneuriat et donc je serais très heureux de te recevoir aujourd'hui. Pareil. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, donc Benjamin Chemla, je suis entrepreneur depuis 12 ans déjà, ce qui me rajeunit pas. Effectivement, j'ai commencé par passer le barreau et je m'apprêtais à devenir avocat quand j'ai monté ma première boîte, qui était une boîte de livraison de pâtisserie et de chocolaterie qui s'appelait City Cake, ce qui m'a donné un petit peu l'envie de faire... d'évoluer dans le milieu de la logistique et du dernier kilomètre et qui a occasionné la deuxième boîte que j'ai créée qui s'appelait Stuart dans la logistique du dernier kilomètre, entreprise que j'ai revendue au groupe La Poste. J'ai ensuite été pendant quelques années aux États-Unis où j'avais fondé une entreprise dans le fitness, Fit House dont on va parler. Et puis depuis 3 ans, je suis le fondateur en France de Shares, qui est une plateforme d'investissement en actions, en ETF, en crypto-monnaie, qu'on vient de lancer en France il y a un peu plus de 6 mois. Donc voilà, multi-entrepreneur et très content aussi d'être avec toi aujourd'hui. Et donc sur Shares, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Acheter, vendre des titres? Ouais, on peut créer son compte titre. Ouais. On va annoncer dans quelques jours, mais du coup je peux le faire ici, le lancement du compte titre pro, donc ce qui permet aux gens d'ouvrir pour sa holding, pour leur holding un compte. À la rentrée, j'espère qu'on lancera un PEA si tout va bien. Donc l'idée c'est d'offrir ces différentes enveloppes et de permettre donc à nos utilisateurs d'investir très simplement en actions, en ETF. Donc ça c'est en bourse directement sur des produits cotés, en fonds également, on aura des fonds monétaires pour placer sa trésorerie par exemple, et puis aussi en crypto-monnaie puisqu'on est régulé en France comme PSI, prestataire de services d'investissement, et PSAN pour les crypto-monnaies. Ok. Pourquoi tu t'es lancé là-dessus sur ce business donc après Fit House? Comment tu as découvert cette opportunité ou en tout cas ce trou dans la raquette? Comment tu t'es dit il y a un truc à faire? 2020, Covid, je perds tout. J'avais des salles de sport, j'avais des abonnés, on faisait à peu près 500 000 euros de revenus mensuels et du jour au lendemain on fait 0. Je suis seul, je suis à New York, j'essaie de survivre dans cette période comme beaucoup de gens qui est très difficile et pour moi en particulier. Et à ce moment-là, je me dis, quand il y a une crise planétaire, il y a forcément une opportunité en bourse. Mais comme je ne suis pas en capacité de comprendre vraiment comment ça fonctionne, je me renseigne. Et en fait, je me mets à la fois à investir sur des plateformes de trading, mais en parallèle à discuter avec plein de gens sur WhatsApp, Telegram, je vais sur Reddit. Et je me rends compte que... C'est quoi la phrase, c'est quand il y a du sang dans les rues qu'il faut acheter ou... Ouais, mais c'est ça. En fait, tu te dis, il y a forcément quelque chose à faire. Et en fait, je veux pas le regretter dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, en me disant, tiens, si j'avais su. Alors, je fais des moves au début. Mes premiers moves, ils sont un peu spontanés, ils sont un peu intuitifs. Par exemple, j'achète mes premières actions, j'achète Zoom. En me disant, Zoom, ça va monter parce que forcément, les gens vont faire de la visio. Et effectivement, c'est monté pas mal. Mais je suis un peu à tâtons et j'ai pas une vraie stratégie, j'ai pas une vraie logique. Et c'est à ça que m'ont servi les réseaux sociaux, les groupes Telegram, WhatsApp.
Et très vite, je me dis, à mon retour en France quelques mois plus tard, ça serait vraiment génial qu'il y ait une plateforme française, un champion français régulé en France, qui permette d'investir en bourse, mais aussi d'avoir ce type de conversation dans un environnement qui est un peu régulé. Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est un peu le Far West. Et à ce moment-là, tout le monde dit tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas vraiment de moyen de vérifier. Quand quelqu'un te dit tiens, clique ici, tu vas devenir riche en 2 minutes, en fait, tu n'as pas vraiment de moyen de protéger l'utilisateur. Et donc, c'était ça l'enjeu de Shares, c'est d'être un peu le meilleur des deux mondes, quoi. Une plateforme régulée d'investissement et en même temps une plateforme qui permet d'échanger avec d'autres investisseurs. Et c'est ce qu'on s'est donné comme objectif. Ouais, parce qu'à l'époque, il y a quoi? Il y a eToro, il y a des trucs comme ça qui existent. Ouais, alors à l'époque, tu as des plateformes d'investissement à l'étranger. En France, tu n'as pas vraiment un acteur français dans les néo-brokers. Tu as des plateformes allemandes qui sont un petit peu en Europe. Et puis, tu as effectivement cet engin un peu hybride qui est eToro, qui est une plateforme qui est intéressante, mais qui propose et qui met en avant ce qu'on appelle des CFD. Donc, c'est-à-dire des produits dérivés qui permet en fait à des utilisateurs d'acheter non pas une action, mais d'acheter un contrat qui est en fait un pari qu'on va faire avec la plateforme sur la valeur de l'action sous-jacente. Concrètement, si la valeur monte, vous êtes gagnant et c'est la plateforme qui vous doit de l'argent. Si la valeur baisse, vous êtes perdant et vous devez de l'argent à la plateforme. Concrètement, c'est un peu du gambling, quoi. C'est du casino en ligne. Donc je trouve ça un peu dangereux et je pense que les gens ne sont pas assez forcément informés des risques liés au CFD. Et puis sur le volet social, eToro, je pense qu'ils ont fait une bonne partie du trajet. En fait, ils te mettent en situation. Mais t'es pas vraiment propriétaire des titres. Enfin, t'es pas propriétaire des titres. Exactement. Tu n'es pas propriétaire avec un CFD du titre sous-jacent. Alors, on peut me dire, oui, mais alors ça pose des problèmes de transmission, ça pose des problèmes de contrepartie, donc de risque. Et puis ensuite, sur le volet social, je crois qu'eToro, ils ont fait un gros focus sur le copy trading. C'est-à-dire, ça, c'est mal vu du régulateur, non? Ouais, d'une part, c'est mal vu. Et puis ensuite, je ne suis pas certain que quand on copie de façon mécanique un investisseur, sur le chemin, on apprenne quoi que ce soit. Et nous, chez Shares, on n'a pas mis en avant la fonction de copie. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'échange, c'est le feed, c'est la discussion. Et notre objectif, c'est que les gens repartent plus sachants, qu'ils apprennent. Et donc, c'est, je pense, ce qui nous paraissait manquer et ce qu'on s'est donné comme objectif de développer. D'accord. Donc, pas de copy trading, mais en revanche, je peux te suivre, par exemple, et voir tes trades. Tu peux me suivre, tu peux voir mes trades, tu peux être notifié à chaque fois que je fais un post ou un mouvement. Tu peux créer des alertes comme ça. Et après, tu peux évidemment prendre la décision de répliquer et de faire le même mouvement sur ton propre portefeuille. Mais en tout cas, on n'a pas mis en avant une systématisation d'un mode copie. D'accord. Et j'entendais, tu disais dans le podcast de Andrea, qu'on invite à regarder, qu'on salue d'ailleurs, qui est top. T'as abordé plein de sujets. On va essayer de pas trop répéter ce que tu as pu déjà dire, mais effectivement, tu parlais aussi de cette possibilité bientôt de pouvoir payer, c'est ça, pour suivre un trader. Ouais, finalement, on va pas mettre ça en place. Je pense que non, il faut que ce soit une plateforme où vraiment tout est gratuit. Je peux suivre les traders qui m'intéressent ou les investisseurs, parce qu'on n'a pas que des traders, hein. Le monde de l'investissement, il est vraiment divisé entre les traders et les épargnants. La grande majorité des encours et la grande majorité des investisseurs sont des épargnants. Ils n'ont pas le souhait de trader chaque jour. Sur une plateforme comme Shares, on va avoir moins de 10% de traders, donc qui sont des gens un peu comme moi qui aiment vraiment passer beaucoup d'ordres. Moi, je dois faire, une vingtaine d'ordres par mois. Okay. Et les épargnants, ça va être des gens qui vont plutôt créer un plan d'investissement régulier. Et chaque mois, ils vont mettre 200, 500, 1000 euros, peu importe, sur un panier, par exemple, d'ETF, ce qui les expose directement à plein de titres. Donc, sur Shares, en fait, on va pouvoir suivre différents profils d'investisseurs, traders ou plutôt épargnants, essayer de comprendre leur stratégie. Et effectivement, ce qu'on va cacher en revanche, c'est les montants investis. Si tu me suis et qu'on est en contact, tu vas pas savoir combien j'ai sur mon portefeuille. Ce qui est important, c'est que tu connaisses mes allocations, quoi. Combien j'ai de Nvidia par rapport à Apple, combien j'ai de Netflix. Et je peux le cacher, ça, ou pas? Alors, tu peux décider de ne pas accepter les demandes de contact. Du coup, seuls tes contacts en fait voient ton portefeuille. Donc, si tu n'as pas de contact, personne ne voit ton portefeuille. Et toi, tu peux en revanche demander à suivre des gens. Donc, c'est-à-dire que toi, tu verras leur portefeuille, mais eux ne verront pas le tien. C'est vraiment le mode. C'est comme Instagram en version privée, quoi. C'est-à-dire que tu peux être un compte privé qui follow des gens et ne pas être visible. C'est un peu la même version. Ok. Donc, toi, tes clients, c'est épargnant, trader 10%, bientôt entreprise.
Ouais, épargnant, trader, et puis holding. Donc holding, c'est intéressant. Vous avez il y a plusieurs millions aujourd'hui de Français qui, comme moi, ont une holding. Ça peut être aussi bien un coach sportif, ça peut être un vidéaste, ça peut être un photographe, qui vont en fait avoir une activité via une URL, une SASU, qui devient en fait un peu une cash-co, quoi. C'est-à-dire que tu te retrouves avec une boîte dont tu es le seul actionnaire qui a l'essentiel de ton cash, tu te verses de l'argent quand tu en as besoin, et cet argent qui est coincé dans ta holding, tu peux pas faire grand chose avec. Et donc du coup on a créé le compte Titre Pro pour permettre d'investir à minima sur un fonds monétaire à 3-4% pour placer ton argent, mais tu peux aussi faire des cryptos, tu peux faire ce que tu veux, quoi. T'as toute l'offre. Comment tu fais pour capter ces clients? C'est un vrai challenge, c'est une niche sur le compte pro, mais c'est une niche en même temps qui se parle beaucoup. Donc il y a des réseaux d'entrepreneurs, il y a des réseaux de freelanceurs, il y a des réseaux d'indépendants. On discute avec aussi des outils de comptabilité. Il y a plein d'applications maintenant qui permettent la comptabilité des petites entreprises. Et donc l'idée, c'est d'arriver avec tous ces Par exemple, médias. Indie, par exemple. Par exemple, aujourd'hui, on les contacte tous et on essaye de leur proposer de nous prescrire. Et en fait, qu'on devienne une solution simple d'adoption, notamment avec le côté placement de trésorerie à 3-4%. Ce qui aujourd'hui est un vrai sujet, parce que quand tu as 1 million en banque, ton conseiller de la banque en question, il va t'appeler tout de suite te proposer un placement. Mais quand tu as quelques dizaines de milliers d'euros sur un compte courant de ta holding, il n'y a personne aujourd'hui qui te dit ce à quoi tu as accès. Et en fait, tu pourrais mécaniquement le placer à 3-4%. À minima. Ouais. D'accord. Ok, pour opérer ton business, comment tu fais? Tu as besoin de quel type de profil? Très complexe. Il nous a Beaucoup fallu de près de compliance, 2 ans. j'imagine. Ouais, c'est une activité régulée, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire qu'il nous a fallu près de 2 ans pour être régulé par l'ACPR, donc qui dépend de la Banque de France, et l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui en fait ont vraiment validé notre programme d'investissement. C'est une relation qui est régulière parce qu'on a des obligations de reporting. Donc évidemment, une équipe compliance avec des gens qui surveillent la partie risque, la partie compliance au quotidien, compliance aussi dans les nouvelles fonctionnalités qu'on développe, mais aussi dans les communications qu'on va faire. Donc c'est une première partie de l'équipe. On a du support, on a des opérations pour gérer les rapprochements, les réconciliations, ce qu'on appelle les brokerage operations, puisqu'on passe des ordres sur plusieurs marchés avec plusieurs brokers. On a de la tenue de compte conservation, on fait la tenue de compte conservation de nos actifs, une équipe tech de plus de 40 personnes, évidemment pour développer toutes nos fonctionnalités, notre back-office, nos front-office, équipe marketing, etc. Donc aujourd'hui, on est près d'une centaine de salariés chez Shares. C'est difficile d'être petit en fait, il faut tout de suite être gros pour pouvoir faire ce type d'activité. Et comment tu fais pour recruter? J'ai l'impression que ton secret, c'est de toujours bien savoir s'entourer. Tu es très curieux aussi. J'ai l'impression que tu as une capacité d'observation et d'adaptation qui est très forte. Ouais, je pense que un entrepreneur, je dis ça souvent, un entrepreneur, soit il est hyper fort dans un domaine, et du coup c'est une star de tel domaine, et il va fédérer autour de son skills, soit c'est un coach, un sélectionneur d'une équipe de foot, tu vois. En gros, je me ressens plus proche de Didier Deschamps aujourd'hui que de Steve Jobs, parce que Steve Jobs, c'est vraiment le modèle des entrepreneurs qui sont très forts dans un domaine. Dans son cas, c'était le hardware. Moi, je sélectionne la bonne équipe, les bonnes personnes qui ont les bons skills, et j'essaie d'aligner la bonne équipe sur le terrain pour gagner le tournoi, quoi, pour être vraiment en capacité de développer le produit le plus intéressant possible. Et donc, le recrutement, c'est hyper important. Quand on se lance dans une nouvelle activité qu'on ne connaît pas, on arrive dans un nouveau secteur. Moi, c'était la finance et le B2C, donc créer une application pour le grand public d'investissement. Il faut d'abord regarder les applications d'investissement qui existent. Donc, il faut passer du temps sur LinkedIn, comprendre leur org chart, comment elles sont organisées, qui fait quoi, quels sont les différents métiers. Moi, je vais loin, je vais lire les descriptifs des fiches de poste sur les pages carrières des différentes boîtes, au tout début, j'entends, pour essayer vraiment de comprendre les profils, etc. Il faut faire beaucoup d'interviews, donc d'entretiens d'embauche. Moi, j'ai plusieurs milliers d'interviews à mon actif, parce que je suis le premier recruteur des boîtes que j'ai créées. Et du coup, tu comprends vraiment beaucoup de choses. Comment ça marche dans une boîte, qui fait quoi, quels sont les rôles, etc. Et de là, en fait, tu fais ta propre recette, tu essaies de créer ta propre recette par rapport à tes objectifs. Mais le recrutement, c'est essentiel. C'est vraiment d'avoir les bonnes personnes et de leur faire confiance. Comment tu fais justement? Est-ce que tu as dégagé des tendances? Est-ce qu'il y a des choses qui sont rédhibitoires quand tu rencontres quelqu'un?
Alors, il y a un écueil dans lequel il ne faut pas tomber quand on recrute au tout début, c'est de recruter des gens juste parce qu'ils étaient dans une super boîte qui a un beau brand name, un beau logo, et partir du postulat... Ton CTO, c'est un mec qui est très capé, qui travaille chez Revolut avant, je crois. Mon CPO. Ton CPO, pardon. Mon CTO était sous les radars, justement. D'accord. Mon CTO était complètement sous les radars. Alors, il a bossé pas mal dans une boîte qui s'appelle Préligence, qui vient là en ce moment de faire une belle opération, donc c'est une très belle boîte. Mais il était un peu plus sous les radars. Mon CPO, en revanche, lui, effectivement, était au Product Owner chez Revolut, où il avait développé l'application trading. Mais après, dans tous mes recrutements, il y a des gens... il faut aussi faire confiance à des gens jeunes qui ont faim, qui ont envie de mettre la... Parce que les premières années d'une vie d'entreprise, c'est la vie ou la mort, quoi. Les 5 premières années d'une vie de start-up, soit ça marche, soit ça meurt. Et donc, il faut qu'il y ait des gens qui soient dans cet état d'esprit. Il faut des gens qui ne viennent pas chercher forcément un confort. Il faut des gens qui viennent chercher une belle histoire. Donc, il faut s'assurer de ça, parce qu'il peut y avoir des mismatchs. Donc, il faut très, très, très clairement faire comprendre ton ambition, tes valeurs d'entreprise, et t'assurer que ça matche. Parce qu'il y a une tentation au départ, quand tu n'as pas d'expérience, quand tu vois un beau profil, de lui survendre son aventure. Et ensuite, le profil, il arrive dans ta boîte, et puis il peut être déçu, parce qu'il est habitué à des standards, il est habitué à un rythme de travail, etc. Il faut vraiment expliquer ce que tu es, qui tu es, comment tu fonctionnes, pour être sûr que les gens qui signent en bas de la page, en fait, ils savent exactement dans quoi ils se lancent, et qui vont partager vraiment ta vision, quelle qu'elle soit. Hein. Que ça soit, par exemple, sur le remote, si tu es contre le remote, il faut le dire. Il ne faut pas dire oui, on verra, il faut le dire. Si tu es fully remote, il faut le dire. Enfin voilà, c'est hyper important parce que sinon tu te retrouves avec une boîte avec des gens qui viennent tous les jours au bureau et d'autres qui viennent une fois par an et en fait ça crée un peu 2 boîtes en un, quoi. C'est un exemple très évident, mais ça se retrouve ailleurs. On dit souvent que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mais comment on définit ce doute ? Comment on définit ce doute ? Je pense que c'est quand tu sors d'un meeting avec quelqu'un et que tu te dis ouais, il est bien, mais est-ce que... ou oui, je l'ai senti, mais ceci, cela. Voilà, c'est un doute, tu le ressens, hein, c'est instinctif. Tu peux ensuite éventuellement faire quand même un 2e meeting ou un 3e meeting pour confirmer le doute. On va essayer de quantifier ou de processer en tout cas ce gut feeling ou ce... Je pense que tu as une grille de base au moment du recrutement qui tient à regarder l'expérience de la personne, donc le challenger juste sur les choses évidentes du rôle, le challenger sur... son ressenti par rapport à tes valeurs d'entreprise, ta manière de travailler, et après lui demander des refs. Et en fait, si déjà tu fais ça et que tu le fais en 2-3 rounds en sondant 2-3 personnes, tu dégages quand même beaucoup de mauvaises décisions. J'insiste beaucoup sur les prises de refs. En fait, c'est hyper important que quelqu'un soit capable de mobiliser des gens de qualité en te disant « ces gens-là vont me recommander ». Et à l'inverse, si quelqu'un ne t'en donne pas au moins 2 ou 3, c'est qu'il y a un problème. Et je dirais qu'il ne faut pas se cantonner aux 2 ou 3, il faut essayer d'en trouver soi en plus, donc, pour être vraiment sûr. Ça, c'est une manière un peu de réduire la zone de risque. Ok. T'implémentes l'IA dans ton quotidien, perso, pro ? Moi, je suis, comme tout le monde, on est un peu abruti par l'IA. C'est le mot abruti parce que il n'y a plus un mail aujourd'hui qui passe sans que tu sois tenté de le faire relire par une IA en lui demandant s'il y a une faute d'orthographe ou s'il peut soigner ton niveau de langue ou s'il peut améliorer ton anglais, etc. C'est un vrai problème, mais en fait, c'est devenu un confort. Et moi, je me mets à passer plus de temps à dire à l'IA comment rédiger un texte qu'à le rédiger moi-même, finalement. Parce que comme je suis quand même assez perfectionniste, je me satisfais rarement du premier résultat et donc je veux toujours entraîner l'IA à aller plus loin. Mais oui, je pense que l'IA, aujourd'hui, on va le retrouver pas encore dans des fonctions. On teste des choses chez Shares, notamment avoir peut-être un assistant IA pour créer ton portefeuille en regardant les règles de base de portefeuille. Enfin, on a testé des choses en staging, donc pas dans des environnements de production avec des vrais users, parce que je pense que c'est intéressant d'être capable de dire demain à quelqu'un « Tiens, attention, t'es pas assez diversifié, tiens, tu devrais avoir plus de ceci, plus de cela ». Donc il y a des choses qu'on peut imaginer avec l'IA qui sont par rapport à des règles de base. Pour l'instant, on ne le fait pas. Après, à titre perso, oui, moi je suis investisseur dans pas mal de boîtes. J'étais seed investisseur chez Hugging Face au tout début. Donc c'est une chance que j'ai eue et leur parcours il est incroyable. J'ai beaucoup intellectuellement envie d'être exposé à l'IA, comme beaucoup de gens. Toi, t'es entré au début de Hugging Face ?
Ouais, moi j'ai la chance, je connaissais Clément de l'ESCP, on était à l'incubateur de l'ESCP ensemble, et quand je suis parti vivre à New York, il était au début de Hugging Face, et il avait fait un tour vraiment Family and Friends, et j'étais rentré dedans, et puis la trajectoire en plus a changé 2-3 fois, et aujourd'hui c'est devenu vraiment une entreprise extraordinaire. Donc malheureusement je suis ensuite déjà sorti, puisqu'il y a eu une opportunité de sortie un peu tôt, et que je l'ai prise, et j'aurais pas dû, mais c'est pas grave, je suis hyper fier de ce qu'il a accompli, et heureux d'avoir été dedans au tout départ. C'était quoi le multiple quand t'es sorti? Je suis fait un beau multiple. Quoi, x100? Non, moins. 10? En tout cas, si j'étais resté aujourd'hui, j'aurais fait plus de x100. C'est quoi, 4 milliards? Aujourd'hui, je crois que la boîte, elle vaut plus de 4 milliards. Ouais. Bon, super. Ok, mais parce qu'effectivement, en fait, on l'a pas dit, mais à la base, t'es avocat. Tu peux nous expliquer un peu comment est-ce qu'on devient entrepreneur, serial entrepreneur? Parce que t'as 35 ans. T'as quoi, 5e boîte? 4. 4e? Écoute, d'abord, je pense que le métier d'avocat, en tout cas la formation, finalement, elle mène à tout. On a eu des présidents qui étaient des anciens avocats, pourquoi pas des entrepreneurs. Donc, c'est un socle, en vrai, qui permet, je pense, d'avoir un rapport aux choses, un rapport au monde des affaires, qui peut être le bon pour un entrepreneur. Après, il y a différents types d'entrepreneurs, comme on l'a dit. Je pense que l'entrepreneur, c'est aussi un businessman, c'est aussi un homme d'affaires. Et donc, avoir ce socle juridique, c'est pas forcément un mal. J'ai l'impression d'avoir fait du droit depuis 12 ans, un peu en permanence. J'ai fait du droit des contrats, des négociations de contrats, j'ai fait des levées de fonds, j'en ai fait, je sais pas, 12 ou 13 levées de fonds. J'ai vendu des boîtes. Donc, le droit, en fait, à chaque fois, on va le retrouver. Évidemment, tu t'entoures quand même d'avocats, quand bien même tu as cette formation, mais tu as ce regard. Donc, je pense pas que ce soit inutile. Après, ce qui est vrai, c'est qu'au moment où moi je fais mes études de droit, je crois qu'au moment où je décide de devenir entrepreneur, c'est en 2012, c'était vraiment moins commun qu'aujourd'hui. Dans le milieu des avocats ou des élèves avocats de l'époque, je pense que pour ceux qui me connaissaient, ils percevaient ça comme un échec. Ils devaient se dire, le mec n'a pas trouvé de collab, il galère à trouver, et donc il monte sa boîte, quel loser. Aujourd'hui, il y a un peu une hype d'être entrepreneur. C'était pas le cas à l'époque. Donc c'était pas évident, ça. Ce truc, tu vois, même auprès de tes proches, ta famille. Mes parents me disaient, mais je comprends pas, ça fait 7 ans que tu fais du droit et tu vas monter une boîte de livraison de pâtisserie, mais t'es complètement malade. Qu'est-ce qui t'arrive, quoi, tu vois? Ouais. Et en fait, l'histoire a prouvé que j'avais raison, en tout cas, de poursuivre dans cette voie. Parce que donc, City Cake, tu voulais offrir des macarons à une copine, c'est ça? Ouais. Et c'est comme ça que te vient l'idée. Ouais. Je crois même que tu avais commandé une fois, non? Moi, je me souviens de Resto In. Ah, tu avais fait un Resto In, toi. Peut-être City Cake, ouais. Ouais, City Cake, après, avait fusionné avec Resto In, qui était vraiment le précurseur de Deliveroo, la boîte qu'avait fondé Clément, qui est devenu mon associé par la suite dans les 2 aventures qu'on suivit. Et effectivement, le business, c'est que c'est parti d'une icône. Souvent, les entrepreneurs, on monte souvent des idées. Notre première idée, elle est basée sur un truc qui nous est arrivé un jour. Et on se dit, waouh, je crois que c'est vraiment l'idée du siècle, tu vois. Et parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Moi, c'était faux, c'était pas l'idée du siècle, mais c'était une idée sympa. Je voulais envoyer une boîte de macarons et j'ai pas trouvé de solution pour la faire livrer dans l'heure. Et donc j'ai monté une plateforme de commande à distance et de livraison de pâtisserie. C'est que t'appelles la durée, et puis livrez-moi cette boîte. Ouais, c'était en 2012. J'appelle la durée et je leur dis, est-ce que vous pouvez me livrer des macarons? Et ils me disent, bah oui, mais monsieur, il faut venir les payer. Je dis, mais c'est le principe de la commande à distance. Je vous donne ma carte bleue. Ah non, monsieur, on ne peut pas avoir votre carte bleue. Venez au magasin, vous payez, et pour la livraison, vous nous laissez un chèque qu'on donnera à la société de coursier. Donc ça, c'était la solution proposée en 2012. Et moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut qu'on puisse commander en ligne, choisir ses macarons, etc. Et bon, c'était une idée de niche, hein, quand même, très niche. Mais c'était sympa. Franchement, j'ai passé 2 années... incroyable, c'était vraiment une formation. Je faisais le livreur, j'ai livré peut-être plus de 1000 fois, 1500 fois. Je faisais le commercial, c'est moi qui signais les pâtissiers. Je faisais le design du site web, parce que j'avais pas assez de sous, donc je m'étais téléchargé Photoshop, c'est moi qui faisais le design du site web. Enfin, on faisait tout, quoi. Tout. Je faisais le customer support, donc j'étais en ma Smart avec un casque, et quand quelqu'un appelait le customer support, c'est moi qui décrochais, donc je conduisais ma Smart pour faire une livraison, je disais « City Cake, bonjour ». Ah non, c'était intense. Donc ensuite, tu fusionnes avec Resto In. Ouais.
combien de temps? Moi, je me souviens très bien de cette période CityCare, Resto In, c'était le précurseur effectivement de Deliveroo. Comment ça s'est passé la suite? T'as fusionné par choix parce que t'en avais marre de CityCake. Enfin, comment ça se passe, tu vois, Écoute, CityCake, ça se développe, je lève 400 000 euros, ce qui à l'époque était énorme. On est en 2013, 400 000 euros en 2013, c'était déjà pas mal. Et pour chaque euro, je me battais. C'est-à-dire que vraiment, je me rappelle, je faisais tous les réseaux de Business Angel. Il n'y avait pas encore les fonds seed que tu as aujourd'hui. Donc j'allais pitcher sur Investisseur, des réseaux de Business Angel, je me rappelle, dans le Vésinet, j'allais pitcher. Enfin, c'était vraiment intense. Et, il n'y avait pas un truc genre Newma Non, il y avait, à l'époque, c'était vraiment Paris Business Angel, Femmes Business Angel, Investisseurs, c'était des groupes de gens qui venaient de défiscaliser leur ISF et donc ils mettaient 5 000 euros, 3 000 euros, donc c'était des très petites souscriptions, mais il n'y avait pas de crowdfunding, donc c'est un par un, t'allais les chercher, quoi. Donc c'était vraiment intense, mais en même temps, c'était des gens formidables qui nous ont soutenus, donc je les remercie. Et en fait, au bout d'un an, je comprends quand même que le business qui va être le plus challenging, c'est la livraison. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu as besoin de te reposer sur un système de logistique pour les pâtissiers et les chocolatiers, en vrai, tu as plus intérêt à le leverager sur tout un tas d'autres produits à livrer dans la ville. Et je me dis, à partir de là, soit CityCake devient généraliste, soit CityCake est vendu à un acteur un peu plus généraliste, typiquement dans la restauration. Et moi, ensuite, je réfléchirais peut-être à quelque chose de différent dans la logistique, qui est devenu par la suite Stuart. Et en fait, j'explique tout ça à Clément Benoît, qui était le fondateur de Resto In, qui lui était dans la verticale restaurant depuis 2007. Donc ça faisait 6-7 ans. Et en fait, il était exactement dans le même diagnostic. Donc on se rencontre avec exactement le même diagnostic. Lui-même se posait la question de faire de Resto In un acteur peut-être plus généraliste, une marketplace où tu pouvais te faire livrer un peu de tout. Et donc on se dit, c'est quoi la suite de l'histoire? Et en fait, on fusionne Resto In et CityCake, donc je deviens un petit actionnaire de Resto In. Mais c'était plus une évidence entrepreneuriale de poursuivre mon parcours avec Clément. Et quelques mois plus tard, on décide de vendre Resto In et de monter ensemble Stuart. Donc vraiment de devenir la solution logistique de tous les commerces de proximité pour la livraison du dernier kilomètre. Et avant Stuart, il n'y a pas une histoire avec Deliveroo? T'as failli être actionnaire ou... C'est-à-dire qu'au moment où on décide en fait avec Resto In de vendre, donc c'est quand même Clément qui là est à la manœuvre. Il y a plusieurs potentielles solutions. Alors il faut imaginer que Resto In à l'époque, on est en 2014, opère dans 5 pays et 9 villes. Deliveroo n'opère à ce moment-là que à Londres et vient de commencer. Take It Easy n'opère que à Bruxelles et vient de commencer. Et en fait, on est encore dans un autre monde. C'est le monde Uber Eats n'a pas encore commencé. Et Deliveroo commence vraiment à faire du bruit. Nous, on est à Londres et on doit faire 200 ou 300 livraisons jour à Londres. Et je pense que déjà à l'époque, Deliveroo, il en fait 2-3 000. Donc il est très gros à Londres et il fait probablement une taille quasiment comparable à la nôtre en étant que dans une seule ville alors que nous, on est déployés. Et effectivement, dans les discussions qui ont lieu à ce moment-là, il y a celle de nous racheter Deliveroo. Ce qui n'a pas donné de suite. Et l'inverse ensuite après est discuté, que Deliveroo en fait nous rachète et qu'on se retrouve mergé dans Deliveroo. Et Clément ensuite n'a pas donné de suite non plus. Finalement, l'histoire nous dira si on a eu tort, mais en tout cas, Deliveroo a été William Chou, ça a été une machine, quoi. Et c'était un client de Resto In à Londres avant de commencer. Donc ça l'a forcément inspiré, quoi. Donc c'est pour ça que vraiment, Resto In, c'est impressionnant, quoi. C'était vraiment le précurseur du modèle. Dingue. Et donc, Stuart, qui reprend cette idée de logistique, appliquée à tout type de métier, enfin fleurs, bouffe, sushi. Exactement, et pas que bouffe, hein, vraiment, il y avait vêtements, The Couple, Sandro, Zalendo, il y avait Monoprix, grosserie. Et t'as commencé par une niche? En fait, ce qu'on a eu comme... ou une verticale donnée. On a commencé, et Stuart a pu en fait travailler avec Resto In. Donc Resto In a pu donner une partie des courses de Resto In à l'API Stuart pour que Stuart trouve des solutions de logistique pertinentes. Donc ça a permis de donner d'amorcer en fait la pompe. Très vite, dans notre environnement, il y avait plutôt des gens qui venaient de la food. Donc très vite, on a pu faire des tests avec Sushi Shop, avec Jour, avec pas mal de chaînes de restauration. Et puis ensuite, il y a eu la deuxième verticale sur laquelle moi j'ai beaucoup travaillé, c'était les grosseries.
donc Franprix, Carrefour, A2Pas, Monoprix. Et en fait, toutes ces verticales, tous ces acteurs-là sont arrivés sur la verticale grosserie. À l'étranger, on a eu Sainsbury, Tesco, en Espagne, Caprabo, Veritas. Et en fait, ça a vraiment été important parce que c'était le moment où Prime Now arrivait un peu partout en Europe, Amazon Prime Now. Et en fait, tous ces acteurs de la proximité, ils avaient réellement un enjeu hyper stratégique à développer une solution de livraison dans l'heure, efficace et plus écologique aussi, puisque nous on livrait en vélo ou vélo cargo dans la grande majorité des cas. Donc ce qui est plus optimum qu'une camionnette pour circuler à l'intérieur d'une ville. Et donc ça a été une grosse verticale. Comment vous avez appréhendé la question du personnel, c'est-à-dire salariat versus freelance? Je sais que c'était un peu le sujet majeur. Comment vous avez géré ce sujet? Sur la flotte de livreurs? Ouais. C'est tout le modèle. On est au début de ce qu'on a appelé la gig economy. Il y a eu des acteurs comme Malte qui se sont lancés pour permettre à des gens de faire des missions de freelance en IT. Il y a eu des acteurs dans plein de domaines. Il y a eu évidemment Uber qui a été un acteur depuis cette époque très important. Donc on était dans cette époque-là. On était dans ce moment-là. Et le modèle, pourvu que l'indépendance des coursiers soit réelle, parce que l'enjeu c'est d'éviter un cas de subordination et de contrainte, donc il faut vraiment mettre les gens dans une situation d'indépendance. Le modèle c'est évidemment de travailler avec des indépendants. Donc c'est ça qui était pertinent, c'était de permettre à des gens, quand ils le souhaitent, de se connecter ou non sur une plateforme et de prendre des missions qui leur sont proposées. Ils peuvent les accepter, ils peuvent ne pas les accepter, il n'y avait pas de sanction. Donc ils peuvent décider assez librement. Et en fait, ils s'inscrivent, ces gens-là, et ils disent, voilà, je suis auto-entrepreneur, voilà mon SIRET, voilà mon assurance. Si j'ai pas d'assurance, la plateforme, moi j'avais négocié avec AXA une assurance à l'acte. Donc on était la première plateforme à avoir, alors que rien ne nous y obligeait, mis en place une assurance à l'acte pour qu'il y ait une assurance de dommages corporels et des marchandises transportées. Et à partir de là, effectivement, le coursier il peut décider de prendre une course et puis arrêter de ne plus jamais en faire, ou il peut en prendre pendant 2 heures, 2 fois par semaine, ou tous les jours, etc. Et en fait, il fallait trouver à la fois la souplesse et la flexibilité pour offrir à une grande quantité de gens une opportunité. Et de l'autre côté, il faut en même temps garantir une qualité de service grâce à un tracking, grâce à un dispatch intelligent, grâce à un certain nombre de choses. D'accord. Et donc, tu fais Stuart combien de temps? Ça a été assez vite parce qu'en fait, au bout de 3-4 mois, on rencontre le groupe La Poste qui nous propose d'investir. La boîte est au tout départ. La boîte, elle vient de commencer. On n'est même pas 10 personnes, première ligne de code. Et je rencontre le groupe Géopost, filiale du groupe La Poste. Oui, parce qu'on ne sait pas, mais La Poste, c'est quoi? C'est le 4e groupe mondial en termes de... Ouais, c'est très Comment bon. on dit logistique? Dans le transport. Ouais. En fait, les leaders mondiaux, c'est UPS, FedEx, DHL et La Poste. Et La Poste détient Géopost. Ouais, parce que nous, tu vois, on a souvent un peu l'impression que La Poste, c'est truc insupportable, qui marche pas, avec la banque qui est nulle, etc. Mais en fait... Le groupe La Poste, c'est un groupe qui a une histoire un peu complexe, mais en tout cas qui a plusieurs filiales. Il y a une branche SS2I de Caposte, il y a une branche la Banque Postale, il y a la branche qu'on appelle Courrier Colis, qui est les facteurs, en fait, qui est la branche traditionnelle. Et puis il y a Géopost, rebaptisé DPD, qui détient aussi des participations dans des boîtes à l'international. Donc par exemple, le DPD en Angleterre est un leader, je crois que c'est le numéro 1. C'est très connu en Angleterre. Ils ont racheté des acteurs aussi en Europe de l'Est. En Pologne, ils sont numéro 1. Donc ils ont une couverture qui est assez importante. Et en France, DPD, c'est quoi? C'est Chronopost, c'est les points relais pick-up, il y a plein de filiales. Et donc on rencontre cet acteur-là qui a un intérêt stratégique. Nous, on est encore très jeunes, et en tant qu'entreprise et même en tant qu'entrepreneur. Et on a un peu peur, quoi. On se dit, mince, ça c'est un corporate, on va se lier à un corporate. Et c'est là un peu les réflexes d'avocat, quoi. Si tu veux, monte, et on se dit, il faut que ce soit intéressant. On va pas faire un accord aujourd'hui qui va nous lier à un corporate si c'est pas intéressant. Et donc on discute vraiment de grosses synergies avec le groupe La Poste et d'un investissement très significatif. Finalement, l'histoire dira qu'on a eu un investissement très significatif, mais aucune synergie. Mais c'est pas grave, ça a été une aventure intéressante. Donc au total, entre le moment où tu as créé Stuart et le moment où tu l'as cédé, il se passe combien de temps? Il se passe moins de 2 ans. Putain, c'est dingue. Ouais, moins de 2 ans. On lève 20 millions, on recrute 180 personnes, on ouvre une dizaine de villes. Tu fais du 3 cash pays. out un peu? À la vente.
Ouais. À la vente, pas à la levée de fonds. Ouais. À la fin, au bout de un peu moins de 2 ans, on est dans une situation où on a un actionnaire qui est un corporate au capital, on veut lever 50 millions pour continuer de se développer, ouvrir plein de villes, etc. Et en même temps, on a en fait l'acquéreur au capital. Donc ce qui pose problème, c'est-à-dire que les fonds d'investissement traditionnels, ils se disent on va pas continuer en fait à investir dans cette boîte si y a quelqu'un dans le capital qui peut décider des conditions de sortie. En fait, ça enlève la liquidité en fait de la boîte, quoi. Et donc du coup, on est dans cette espèce de conflit interne et on décide effectivement avec le groupe La Poste soit de les sortir du capital, soit que eux nous sortent et finalement on se met d'accord dans le cadre d'une négociation pour qu'ils nous rachètent. Donc en 2017, je vends 100% de mes participations dans Stuart et après une transition de 4 mois, je sors complètement de l'opérationnel. Donc ça, c'était la deuxième boîte. Ouais. Troisième société. Troisième FitHouse. société, FitHouse. Ouais. Aux États-Unis, fin 2017, j'arrive aux États-Unis, je prends juste un billet et un hôtel et j'avais pas forcément le visa ni rien, mais juste l'envie de créer quelque chose là-bas. New York, c'était un peu moins maintenant parce que depuis le Covid, New York a pas mal souffert, mais New York, c'est une ville extraordinaire. C'est la ville qui attire, je pense, les gens les plus ambitieux de la planète, en fait. Ouais. Les gens les plus ambitieux de la planète vont à New York dans l'espoir par New York, de viser le monde. Ouais, nous, en France, quand on monte une boîte, on se dit si on est bon en France, c'est vachement bien. Ensuite, peut-être qu'on essaiera d'ouvrir 2-3 pays autour. Puis ensuite, on essaiera d'être européen, etc. Aux États-Unis, dès le premier euro, quand on lance quelque chose à New York, on vise le monde entier. Et du coup, forcément, tu rencontres des gens incroyables. J'ai rencontré à New York les fondateurs d'Uber, fondateurs de WeWork. Tu rencontres les gens qui ont créé les plus grandes innovations des dernières années, quoi. Et c'est assez facile de rencontrer du monde à New York. Donc c'était ça, ouais. L'idée, quoi, c'était de lancer quelque chose à New York de fort. Et finalement, me demande pas pourquoi, on voit plein d'immobiliers vacants. Les rues de New York sont pleines de boutiques qui recherchent des locataires. On comprend qu'il y a une crise du retail. Et on se dit, tiens, et si on lançait des salles de sport en pop-up au début, donc on loue des emplacements à 10-15% de leur valeur pendant des périodes courtes, et on lance des salles de sport éphémères, ça marche bien. On décide de convertir nos salles en long terme, donc c'est comme si tu disais un bail 369, quoi. Et on en ouvre une, puis deux, puis trois, et en fait on était dans cette logique-là jusqu'à ce que le Covid soit un hard stop de l'aventure, quoi. Tu peux nous expliquer un peu le développement, la création de la marque? Je me souviens, c'était très brandé, quoi. Ouais, moi j'ai toujours bien aimé les marques, la création de marques fortes. Ouais, ce que j'allais te demander, quoi. Parce que Stuart, c'était un vrai... Ça existe toujours, d'ailleurs. Ouais, ça existe toujours. Et en fait, même pour une marque B2B, dans la livraison, la logistique, ce qui n'est pas hyper ça va, sexy. Ils ont maintenu un peu les standards que tu avais... Non, je crois qu'en ce moment, ça a un peu changé, mais en tout cas, la marque existe toujours. Et moi, je trouve que c'est important, en fait, une jolie marque. Même pour une marque B2B, tu vois, même pour une ancienne B2B, la désirabilité de ton entreprise, ça t'aide à recruter des talents, ça t'aide à recruter des investisseurs, ça t'aide à recruter des clients. C'est hyper important. Et on fait ce même travail avec FitHouse, peut-être même encore plus parce qu'on est aux États-Unis. Et on fait vraiment une étude pour essayer de comprendre toutes les marques du fitness. On voit que, par exemple, typiquement, ils utilisent tous... c'est logotypé avec des polices plutôt en caractère imprimerie, tu vois, un peu gras imprimerie, et nous on décide de faire une marque FitHouse en écriture des cahiers, un peu à la Agnès B, tu vois. Et en fait ça paraît bête, hein, mais quand tu regardes toutes les marques dans le fitness des États-Unis à ce moment-là, on est la seule, tu vois, qui écrivait en écriture des cahiers. Donc on fait une recherche, tu vois, sur le positionnement pour avoir un truc un peu plus féminin. On fait un truc très colorful, très donc c'était assez intéressant. Le nom aussi était j'aime bien les noms très évidents, tu vois. C'est un endroit où les gens font du fitness, ça s'appelle FitHouse. Shares, c'est un endroit où tu achètes des actions, ça s'appelle Shares. Donc ça dit ce que c'est, tu vois. C'est très simple. En une phrase, tu dis FitHouse, c'est forcément du sport. Et donc on fait ce travail-là et ça marche bien. La première salle, elle break-even au bout de quelques mois. La deuxième salle, elle est break-even avant même son ouverture, parce qu'on fait des préinscriptions. Et donc on est sur un modèle intéressant. Après, je dois reconnaître que c'est quand même beaucoup plus dur le commerce physique, ouais, quand tu veux scale. Tu vois, il faut trouver un emplacement, il faut négocier le bail, il faut signer le bail, il faut faire les travaux,
faut obtenir les permis pour lancer les travaux. À New York, les permis, c'est très compliqué. Tu as 3 types de permis différents. Fire department, le condo. Et comme c'est une salle de sport où il y a des douches, tu as une autre type d'autorisation liée au fait que les gens vont être nus dans ton endroit. Ils vont être nus pour prendre la douche. Donc c'est un peu prude, les États-Unis. Donc c'est très long, en fait. Donc tu peux pas ouvrir une salle avant d'y passer au moins 12 à 18 mois. Donc ça met vachement de temps, quoi. Donc c'est peut-être le défaut de ce modèle-là, qui avait à un moment donné... dans son développement, on était quand même plafonné par ses cycles, par des capex importants, parce que pour ouvrir une salle, il fallait investir au moins 2 millions d'euros. Donc voilà, c'est un business très très difficile aussi. D'accord. Et alors, à cette époque-là, on est dans la folie de WeWork. Ça cartonne. Les lieux sont magnifiques. Et il est question que tu puisses peut-être te greffer, ou en tout cas faire un truc avec eux. Tu peux nous raconter cette histoire, c'est extraordinaire. Ouais, dans le et retail... surtout le deal. Ouais, le deal qui n'aura jamais eu lieu. $200 000, ouais. Et le deal qui n'aura jamais lieu. Il faut voir que dans ce moment-là, 2018-2019, il y a une boîte retail tech. On parle de retail tech. Justement, après, les gens ont discuté le côté de tech. Mais il y a une boîte retail tech que tout le monde regarde, c'est WeWork. C'est une boîte extraordinaire qui s'apprête à faire une introduction en bourse sur une valo annoncée de 40 milliards, la plus grande introduction en bourse d'une boîte venture. Donc c'est extraordinaire. Et effectivement, les gens discutent un peu le côté tech, mais en tout cas, c'est présenté comme une retail tech. Et nous, on se présente un peu de la même manière. C'est-à-dire que tu as une app, tu peux booker tes cours, tu as des cours en temps réel un peu partout, tu peux suivre tes perfs sur l'app. Il y a tout un tas de choses qui sont... En fait, en réalité, c'est retail enabled by tech, tu vois, c'est plus ça, mais bon. Et donc moi, je réussis après donc 2 ans aux États-Unis, à rentrer en contact avec WeWork, et notamment avec la famille d'Adam Neumann, dont sa sœur et son beau-frère, qui sont super sympas, et qui en fait développaient la partie fitness. Il faut savoir que lui, il opérait une stratégie de diversification à l'époque. Il avait sa femme qui lançait WeGrow, l'éducation, et il avait aussi donc sa belle-sœur et sa sœur et son beau-frère qui lançaient Rise by We, qui était une chaîne de salles de sport dans les basements, dans les sous-sols des WeWork. Et en fait, le business model était assez similaire. C'était des cours collectifs avec de l'abonnement. Enfin, on avait vraiment un ADN commun. Attends, et comment tu rencontres tous ces gens ? Le PDG au poste, la famille Newman. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction d'Einstein, quoi. C'est quand tu veux rencontrer quelqu'un, que tu ouvres tes chakras, que tu fais ce qu'il faut. Normalement, tu rencontres les bonnes personnes. Et après, c'est un mélange de ça, de chance, d'opportunités. Mais voilà, en fait, il faut rencontrer beaucoup de monde. Le président de Geopost, on pitchait des investisseurs. Il y en a un qui m'a dit il faudrait que tu rencontres Geopost, et qui m'a fait l'intro. Enfin, c'était aussi bête que ça. Et WeWork, c'est quelqu'un de l'immobilier qui m'a présenté Miguel, le cofondateur d'Adam, qui m'a dit c'est pas trop moi qui m'occupe de ça, qui m'a redirigé vers Adam et sa sœur. Et en fait, le truc est parti comme ça, quoi. Après, New York, tout le monde veut te voir. Hein. T'as 5 minutes pour convaincre. Si t'es pas bon, tu disparais. T'as pas forcément de deuxième chance. Mais les gens sont vraiment dans un ADN d'ouverture sur le monde, de rencontrer les gens, et c'est quelque chose que j'applique aussi à moi aujourd'hui, à ma manière d'entreprendre. Enfin, je rencontre beaucoup de gens en dehors de Shares pour m'imprégner un peu de ce qui se fait, des best practices, et pas me sentir con, quoi, tu vois, et isolé, quoi. Et donc voilà, donc on discute avec WeWork, et en fait la première partie de discussion, c'est est-ce que FitHouse peut rejoindre WeWork pré-IPO. Donc ça aurait été une histoire extraordinaire. Malheureusement, cette discussion, elle est avortée par l'échec de l'IPO de WeWork. Et quelques mois plus tard, c'est moi qui me dis, est-ce que je peux pas récupérer les actifs que je négocie donc avec SoftBank en direct, et je signe un term sheet pour récupérer les actifs de WeWork, donc le Rise by We Financial District. Et sur ça, en fait, je monte un tour avec pour objectif de racheter d'autres salles de sport indépendantes qui n'ont pas réussi à elles seules à générer une croissance. Et en fait, ma première salle Rise by We qui devait ouvrir sous l'enseigne FitHouse, c'était en avril 2020. Et donc mars 2020, tout s'arrête et game over, quoi. Donc ça a été effectivement un ascenseur émotionnel par 2 coups dans ma relation à WeWork et plus largement dans l'aventure de FitHouse. D'accord. Mais attends, explique-nous du coup le deal. Là, les fameux $200 000. Le deal, tu sais, c'est une époque particulière. Hein. WeWork, en septembre 2019, tout est annulé. L'IPO est annulé, d'abord repoussé.
On discute ensuite d'une nouvelle IPO sur une valeur inférieure. Puis finalement, SoftBank met de l'argent pour combler le trou et dégage toute personne qui, de près ou de loin, est proche de Adam Neumann. Et donc moi, c'est vraiment un truc de dingue. C'est que je suis en contact avec Avi Yeriel, qui est le beau-frère de Adam Neumann. Et je lui envoie un mail. La veille, il n'y a pas de problème. Le lendemain, je reçois un message mail non reçu. Et il m'écrit ensuite en message, il me dit au fait, on a tous été dégagés, désolé. Et je lui dis mais alors avec qui je peux parler? Il me dit j'en sais rien. C'est vraiment l'époque de la purge, quoi, d'un coup de chez WeWork. Et donc je passe vraiment plusieurs mois à essayer de rentrer en contact avec des gens de SoftBank. Finalement, je discutais avec eux. Et effectivement, à ce moment-là, tout ce qui n'est pas coworking, pour eux, n'est plus stratégique. Et donc, c'est le moment où ils mettent en vente Meetup, ils mettent en vente plein d'actifs. Et donc, Rise by We, c'était encore petit. Ils avaient dépensé 15 millions de dollars. Mais ce qui, à leur échelle, était pour un spot. Pour un spot. Et donc, à leur échelle, ils s'en foutaient. Donc, ils voulaient vite s'en débarrasser. Et donc, c'est moi, je fais une proposition et je leur propose 200 000 dollars de stock option, d'actions dans ma boîte en échange d'un transfert d'actifs. Donc, je rachète Rise by We pour ce prix-là. Et ils me disent OK. Et donc, je signe un. Et donc, un ta term boîte, sheet. tu la valo combien à l'époque? Je l'ai valorisé 40 millions. Donc, tu leur proposes 200 000 dollars. Ouais. Donc, c'est quoi? 0,2 Ouais. % de ta boîte. Ouais. Donc, en fait, t'achètes 15 millions de cam de. Ouais, puis ça faisait surtout, Le spot. ça faisait 170 000 euros par mois de revenus avec des abonnés. Le spot était incroyable. Je m'en remettrai jamais. Cette salle, elle était tellement belle. Ah ouais? Ah ouais, elle était incroyable. Il y a des photos, ben. Je pense sur Google, tu tapes Rise by We, tu vois des trucs. C'était vraiment incroyable. Je me demande ce que c'est devenu d'ailleurs. Faudrait que je me renseigne. Donc Et pour 200 000 dollars, tu récupères. Pour 200 000 dollars en les action. travaux. En action. En plus. Je récupère une boîte avec 0 capex. J'écrivais Fit House sur l'enseigne et des clients. Et moi, j'avais pas besoin des HQ. Donc en fait, je l'opérais tout de suite. Elle était à profit, quoi. Et alors? Et bah du coup, Et donc ils te disent oui. Ils me disent oui, on signe un term sheet. On négocie, on signe un term sheet. Je prends ce term sheet, je vais voir des investisseurs. Je leur dis regardez, j'ai une première affaire. Je vais en faire d'autres. Je fais je construis en fait une thèse de ce qu'on appelle un build-up avec une succession d'autres salles que je mets à qui j'envoie des LOI, tu vois, des lettres d'intérêt. Et donc du coup, j'ai un line-up de plusieurs boîtes à racheter. Je monte un tour de 15 millions, donc c'est très private equity, tu vois. Et en fait, Ouais, là, c'est pas VC. c'est plus private equity. Et en mars 2020, tout s'arrête, quoi, net. Au revoir, merci, plus de revenus. Et du coup, là, c'est l'inverse. Les mecs de WeWork, de SoftBank, ils essaient vraiment de me dire ah non, t'as signé une term sheet, maintenant tu récupères le truc et du coup, tu dois payer les loyers aux bailleurs. Il y avait des loyers importants, je sais plus ce que c'était, genre 25 000 dollars par mois ou 30 000 dollars par mois. Et donc, je me retrouvais potentiellement redevable de cette somme-là. Donc, heureusement, c'était un term sheet. J'ai réussi à sortir du deal, mais c'était difficile. Tout s'arrête, quoi, d'un coup net, quoi. Donc, c'était vraiment un gros ascenseur émotionnel. Et comment tu le vis, ça? Je pense que dans l'entrepreneuriat, tu vois, il y a un discours de Federer là, qui tourne pas mal sur... tu l'as eu? Qui tourne pas mal sur les social networks à des étudiants, où il dit j'ai gagné 54% des points que j'ai joués, mais j'ai gagné 80% des matchs que j'ai joués. Ce qui veut dire qu'en fait, tu gagnes des matchs, mais tu continues de perdre des points. Et tu perds beaucoup plus de points parfois que ce qu'on pense. Et donc, quand tu perds un point, soit tu te dis mince, j'ai fait une double faute, c'est foutu, je suis mort. Soit tu trouves en fait la force de repartir sur le point d'après comme si en fait c'était le plus important. Et tout en acceptant la perte du point d'avant, quoi. C'est ça vraiment ce truc-là. Et je pense que c'est ça qui fait les grands champions dans le sport et c'est ça qui ferait les grands entrepreneurs. Donc, il faut savoir perdre, prendre des coups. Faut pas se mentir sur ta perte. Donc, au moins, sur le moment, tu vois, pendant 48 heures, j'étais à terre, j'étais mal, etc. Puis, ce qui compte, c'est ton rebond, quoi. C'est comment le lendemain, le surlendemain, tu dis, OK, c'est bon. Maintenant, comment j'agis maintenant pour être le plus smart sur la prochaine séquence. Et donc, typiquement, quand l'IPO de WeWork rate, j'encaisse et après, je me dis, OK, comment je tourne ça à mon avantage et comment finalement, c'est moi qui vais racheter WeWork. C'est moi qui vais racheter les actifs de WeWork à vil prix. C'est ça, en fait, tu vois, le rebond. Et après, derrière Covid, c'est pas grave, on retrouve autre chose, etc. Donc, il faut à chaque fois avoir une envie de taper la balle pour gagner le point d'après, quoi. Donc, Covid, t'es à New York. Covid, je suis à New York. Ok, tu reviens quand à Paris? Je reviens en septembre 2020. Donc, je fais mars et septembre à New York.
Et entre-temps, t'as investi pas dans un resto fumé? J'avais investi avant, j'avais investi en janvier 2019. Donc ça faisait 1 an et 2 mois que j'avais un restaurant à Paris, quand le Covid éclate. C'est compliqué. Mais je sais pas ce qui est le plus compliqué au final entre avoir un restaurant à Paris pendant le Covid ou avoir un restaurant à Paris pendant les Gilets jaunes. Parce qu'au moins pendant le Covid, il y avait des aides. Tu vois. Sur le moment, au début, tu as très peur. Quand tu as un restaurant à Paris, t'es terrorisé. Mais après, je dois dire que le chômage partiel et les aides ont quand même été sacrément aidantes, quoi. Et pourquoi ce resto? Parce que là, c'est pas du tout tech. Pote d'enfance, ouais. pote d'enfance qui voulait monter un truc, qui m'embarque. Je me dis, allez, c'est sympa. Il y a toujours un peu ce mythe, tu sais, l'entrepreneur, on veut avoir un chez-soi, un petit resto et tout. Ouais. C'est très sympa comme Ouais, aventure. c'est vraiment kiff d'avoir un resto. Voilà, très sympa. C'est une petite affaire, mais c'est sympa. Dur aussi. Mais sympa. Ouais. Quoi, personnel? Non, bah dur parce qu'en fait, c'est pas parce que l'affaire est petite que. En fait, c'est quasiment le même effort, je pense, pour une petite affaire et une grosse affaire. C'est peut-être même plus simple, en fait, d'avoir une grosse affaire. C'est plus d'investissement, mais c'est plus simple parce que petite affaire veut dire que chaque personne est indispensable. T'as un cuisinier qui est pas là, qui est malade, comment tu fais pour ouvrir? Quand t'as une grosse affaire, t'en as plusieurs, donc ça se remplace, ça s'entraide, etc. Donc, ouais, c'est très difficile, en fait, une petite affaire, mais en même temps, sympa, quoi. Belle aventure. Si on parle d'argent, l'argent pour toi c'est important? Bah, l'argent, c'est, comme dit Bernard Tapie, c'est une unité de mesure. Donc en fait, l'argent, il est important parce que ça mesure un succès. Quand quelque chose a très bien marché, que tu réussis à générer du chiffre ou à vendre, ça te permet quand même de te dire, bon bah, parce que sinon tu es dans l'illusion de la gloire avec, tu sais, maintenant, on parle de levée de fonds, on parle de plein de trucs, mais voilà. Et deuxièmement, l'argent te permet de redistribuer et de refaire des choses. Donc une fois que tu en as, tu peux faire plein de trucs. Tu peux faire des choses bien pour la planète, tu peux faire de la donation, tu peux faire de la philanthropie, et tu peux aussi réinvestir dans d'autres startups, d'autres projets, financer. Voilà. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de. Mais c'est un moteur pour toi ou pas? Moi, vraiment, mon objectif n'est pas d'accumuler de l'argent. Mon objectif, c'est d'investir dans 25 000 domaines. Donc, du coup, c'est un moteur, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas le faire, et que j'aimerais un jour être en capacité de développer toutes les idées qui me passent par la tête. Ok. On sent en toi une... Enfin, tu vois, t'es serial entrepreneur, t'as 4 boîtes en 15 ans. Comment t'expliques cette... J'aime pas ce terme parce que c'est négatif, mais cette boulimie un peu ouais, t'as besoin de créer, de vendre, de passer à autre chose. Ouais, alors attention parce que souvent, tu vois, sur Shares, on me dit, mais alors aujourd'hui, Shares, c'est quoi? C'est encore un coup de 2-3 ans et tout. Je pense que j'essaie de mettre à profit sur Shares tout ce que j'ai appris pour essayer justement que celle-ci, ça soit celle qui dure et celle que, en tout cas, je peux développer pendant un grand nombre d'années parce que je pense que la mission, elle est hyper intéressante, elle est passionnante. Après, ouais, quand tu es entrepreneur comme moi et que tu vois passer plein de dossiers, en plus Business Angel, donc je vois passer pas mal de decks. Franchement, j'ai 2-3 fois par an des coups de cœur dans des idées ou des qui pourraient occasionner des créations d'entreprises, tu vois. J'en vois très souvent. Souvent, il y a plein de gens qui me disent ouais, moi, j'ai pas d'idée. Je comprends pas ces gens-là qui disent moi, j'ai pas d'idée. Il y a vraiment tellement de choses à faire. Ouais. Il y a tellement de choses à améliorer, tellement de choses à faire. Donc, moi, j'ai trop d'idées, tu vois. J'ai trop d'idées à lancer, mais aujourd'hui, j'ai une seule activité, c'est Shares. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais moi, j'observe le monde et je vois des tas de trucs qui me manquent. Et je me dis qu'il y a des entreprises qui peuvent être créées sur ces bases-là à chaque fois, quoi. Et ça, tu penses que c'est inné ou c'est un truc que tu nourris? Non, c'est la curiosité. Nourri. Ouais. C'est la curiosité. Il faut écouter les gens parce que c'est pas que des trucs qui te manquent à toi. Les gens écoutent pas assez les autres, tu vois. On s'écoute beaucoup parler, mais je sais pas, tu vas dîner un soir avec des gens. Tiens, tu fais quoi dans la vie? Tu fais ça? Comment ça se passe dans ton boulot? Et vous utilisez quoi? Et en fait, tu comprends en parlant avec des gens qu'il leur manque des trucs, qu'il leur manque des outils, qu'ils aimeraient voir ceci. Parfois, c'est eux-mêmes qui arrivent et qui te disent ah, j'ai pensé à une idée, mais oh, j'aurais jamais le courage de le faire. Et en fait, tu comprends sur ce qu'ils te disent qu'il y a quelque chose d'intéressant. Donc, ouais, faut écouter, faut questionner, faut écouter. Je sais pas si c'est inné, non, je pense je suis pas le seul, il y en a plein qui fonctionnent comme ça, mais je pense que beaucoup de gens se mettent des freins. Moi, je considère que juste il faut s'en mettre aucun, c'est ça peut-être la différence. D'accord. Parce que c'est quand même extraordinaire. On va en parler. Tu as les 2 sœurs Williams qui sont tes égéries. Comment on fait? Ouais, ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est un truc des États-Unis, ça. Tu vois, quand j'étais aux États-Unis, j'ai découvert ça. En fait, tu as une proximité entre le monde des affaires, de l'entrepreneuriat et l'entertainment.
et les athlètes. C'est un truc qui est acté là-bas depuis déjà une bonne quinzaine d'années, 10-15 ans, avec tu vois, des mecs comme Kevin Durant, Shaquille O'Neal, Magic Johnson, qui sont hyper présents dans la tech, quoi. Ils investissent dans la tech. Tu as des rappeurs US comme Jay-Z qui sont hyper présents dans la tech. Dr. Dre, son principal aujourd'hui, son net worth, il vient principalement de la vente de beats à Apple. Donc tu as vraiment ce truc-là, cette connexion qui est faite et qui m'a fasciné aux US. Et tu vois, tu as des Ashton Kutcher qui investissent dans la tech depuis très longtemps. Donc tu as ce truc-là, tu vois. Et ça, c'est ce qui m'a manqué en fait quand je suis rentré en France. Tu vois, je trouve qu'il y a des initiatives, mais pas assez. Donc moi, je suis content des quelques-unes. Tu vois, il y a un pote à moi qui a monté un fonds avec Blaise Matuidi qui s'appelle Origins. Donc moi, je suis un tout petit LP dedans. Je trouve que c'est génial parce que dedans, tu as plein de joueurs de l'équipe de France, mais pas seulement, qui sont actifs et ça leur permet de les connecter au monde de la tech. Mais en tout cas, voilà, tu as beaucoup ce truc-là. Et quand je crée Shares, c'est un social network. Et je me dis, il faut absolument que pour créer cette confiance qui est essentielle pour une plateforme d'investissement, tu as deux manières. Soit tu attends 10 ans, 12 ans, comme la plupart des solutions. Aujourd'hui, Lydia, ça a 12 ans, Revolut, ça a 10 ans. Enfin, ça met du temps en fait à obtenir cette espèce de statut où on sait que tu es là pour rester. Et donc je me dis, est-ce que je peux trouver un raccourci, essayer de trouver des personnes dont l'image va permettre de générer cette confiance. Donc ça veut dire pas des gens de télé-réalité, quoi, des gens vraiment dont le succès est lié au travail, à l'accomplissement perso. Une fois qu'on dit ça, les sœurs Williams, c'est le rêve. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que leur succès s'est construit à deux. Elles viennent du ghetto de Campton à Los Angeles. Elles viennent vraiment d'une famille pauvre. Elles n'avaient pas les prédispositions à réussir, surtout dans le tennis, qui était un sport vraiment d'élite, qui était réservé aux élites. Vous avez peut-être vu le film, donc ça aide. Et là, tu as Vénus qui devient une très grande championne, très jeune, qui gagne des grands chelems. Et c'était déjà un truc incroyable en soi. Mais c'était d'autant plus incroyable qu'en devenant une très grande championne, elle ouvre la voie à Serena, qui devient la plus grande championne de tous les temps. Et la plus grande athlète féminine, peut-être, tout sport confondu. Et en fait, ça, c'est une histoire qui m'a intéressé. C'est-à-dire ce côté, on a réussi à deux, on a réussi ensemble, elle m'a ouvert la voie et derrière, j'ai tout cassé. Et aussi, comment on a continué de réussir ensemble, parce qu'on en parle peu, mais elles ont le record aussi des doubles. Elles ont gagné 14 grands chelems en double, elles ont gagné des médailles d'or olympiques en double. Donc c'est un succès individuel, mais un succès collectif. Et là, ça a tilt, tu vois, dans ma tête. Je me suis dit, c'est des femmes issues de la minorité, elles ont cette histoire incroyable. Si je peux avoir Vénus et Serena en égérie, c'est le Graal. Et donc après, il faut tout mettre en œuvre pour que ça se produise. Et c'est toujours pareil, c'est serendipity, tu vois. Genre, moi, je connais des gens qui connaissent des gens qui trucs. Et puis finalement, j'ai un pote, Taylor Chiche, qui connaissait un petit peu les sœurs Williams. Il avait une copine aussi qui s'appelle Lamia, qui est une des meilleures amies de Vénus, qui habite en France. Donc, je discutais avec les deux. Je leur propose de me filer un coup de main. Elle m'organise un dîner quelques mois après avec Vénus. Et puis ensuite, il a fallu être convaincant parce que ça ne suffit pas de la rencontrer. Il faut qu'elle ait une vraie adhésion à la vision de l'entreprise, au projet. Et je crois que ça a été le cas immédiatement. Le côté éducation financière, démocratisation, ça lui a plu. Donc après, il a fallu convaincre Serena. Comment tu lui as pitché ? Je lui ai pitché à table, donc c'est toujours difficile. Tu sais, il y a un côté un peu grand cabaret du monde. Tu vois, genre, Jean il bouffe et toi, tu es là à faire ton show, quoi. Donc je l'ai pitché à table, mais elle était très sympa. Franchement, elles sont adorables. C'est vraiment des gens hyper simples, hyper ouverts. Et elle a aimé vraiment le truc, quoi. Vénus, c'est quelqu'un qui s'est battu aussi pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui refusait d'aller dans des tournois de tennis si les prix n'étaient pas les mêmes pour les hommes et les femmes, qui encore aujourd'hui se bat aux États-Unis pour l'égalité des paies entre hommes et femmes. Et donc quand je lui dis qu'on a 40% de femmes sur notre plateforme, alors que dans l'investissement c'est plutôt 10 en moyenne, elle me dit c'est génial. Elle me dit en fait ça marche ton truc. Allez c'est bon, je suis dedans, on va réfléchir comment. Et après c'était un peu une autre paire de manches, parce que Serena c'est très difficile de la catcher, quoi. Elle est vraiment aujourd'hui, c'est Michael Jordan en femme, quoi. Puis en plus, elle est mère de famille, donc ça a été très difficile de bien trouver le discours. Combien de temps ça a pris ? Je dirais presque 1 an. Ok. 1 an, le temps de se parler, de faire les visios, tu vois. Un an après le juridique. Ok. Parce que donc elles sont ambassadrices, elles ont des parts.
On leur a donné en fait, et c'était ça qui était challenging, c'était de leur dire voilà, nous on veut pas vous laisser investir. Parce qu'elles ont créé un fonds et elles voulaient mettre chez vous. Serena a un fonds qui s'appelle Serena Venture. Vénus n'est pas dans Serena Venture. Et en fait, ouais, effectivement, quand je pitch Serena au début, elle me dit écoute, c'est vraiment bien ce que tu fais, donc pourquoi pas, on peut regarder pour investir. Et là, il faut quand même que je dise à Serena que je ne veux pas qu'elle investisse. Donc je dis I don't need your money. Elle me regarde, ah bon, mais alors tu veux quoi? Pourquoi on parle, tu vois? Et je dis, mais moi je veux ton image et je veux celle de ta sœur aussi. Donc en fait, je veux 2 jours de ton temps. J'envoie une équipe de tournage et on va faire des clips et des shootings où tu veux, avec ta sœur, pendant 2 jours. Et je veux qu'on fasse une campagne de 12 à 18 mois ensemble en Europe. Peut-être qu'il y aura des événements auxquels tu participeras, etc. Vivatech. Exactement. Et là, elle me regarde et me dit, mais ça c'est extraordinaire, Vivatech. Elle me dit, j'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu veux que je... Donc là, il a fallu la convaincre. Et donc, on a eu un super échange. Et donc là, je la convainc. Et ouais, le résultat, c'est le Vivatech qu'on a vécu là il y a quelques semaines. C'était extraordinaire. Pour moi, c'était incroyable, quoi. Je suis sur le Dôme de Paris, sur scène. Il y a 4000 personnes dans la salle. C'est live broadcasté sur BFM. La veille, on a fait quotidien. Et je suis à côté de 2 légendes du sport. Incroyable. Ouais, c'est dingue. Et comment tu vis ça enfin, tes parents sont fiers. Pour toi, c'est un aboutissement ou au contraire, c'est une confirmation de ton potentiel et de la valeur du projet que tu portes? Je pense qu'à ce moment-là, je suis surtout très concentré, tu vois. Je suis concentré, j'ai répété, j'ai écrit tout le flow. J'ai écrit la structure avec Maurice Lévy qui fait le discours au début. Je lui avais envoyé même un premier discours, il a réécrit, mais tu vois, dans le niveau de détail, j'ai écrit toute la structure, l'interview en 2 parties. J'ai travaillé avec Marjorie Paillon pour qu'elle soit la modératrice. Donc à ce moment-là, je suis très concentré à regarder ce qui ne se passe pas comme prévu, ce qui se passe comme prévu, etc. Et au dernier moment, au moment où je vais rentrer sur scène, il y a déjà en fait Vénus et Serena sur scène, il y a 4000 personnes, je vois au premier rang, je vois mon père au premier rang. Et là, à ce moment-là, j'ai des larmes qui me montent aux yeux. Mais au moment de monter sur scène, j'ai des larmes qui montent aux yeux. Et là, je suis plus du tout dans mon délire d'entrepreneur, de pitch, de shares, de trucs. Je suis juste un enfant qui revoit son père m'amener à Roland-Garros petit. Et je pense à mon grand-père qui était fan de tennis et qui regardait ça comme un malade. Et je pense en fait à une espèce de filiation comme ça. Et là, je suis hyper ému et je me dis calme-toi là parce que sinon tu vas rentrer, ta première phrase, tu vas la lâcher, tu vas avoir l'air d'être complètement à l'ouest. Donc je me reconcentre, mais à ce moment-là, je suis ému et je suis hyper perturbé, quoi. Et je monte sur scène et là, on le sent un peu quand j'arrive, je suis un peu ému. Et après, en fait, j'enchaîne. Je reprends le truc, c'est carré, je sais ce que je dois dire et je déroule, quoi. Combien d'utilisateurs? On a 110 000 comptes titres qui ont été ouverts. Et une question que je vais te poser, pourquoi vous avez commencé par Londres, enfin le UK? C'était plus facile, on pouvait lancer sur un régime d'agents liés, c'est des raisons de compliance. C'est aussi un plus gros marché, donc ça nous permettait de tester en fait notre produit sur un plus gros marché. Mes équipes produits étaient déjà là-bas, donc voilà, on a un ADN très franco-anglais, donc même si l'entreprise est française, c'était une bonne manière d'éprouver le produit. Et quand on arrive maintenant en Europe, on a un produit qui a 2 ans de maturité, quoi. On a parlé un peu du recrutement tout à l'heure. Moi, il y a un sujet qui est dur, c'est celui du licenciement. Comment tu fais pour virer des gens? C'est horrible. Malheureusement. Moi, j'ai eu ma première boîte quand j'avais 23 ans. Et en fait, personne ne m'avait vraiment jamais appris. Alors, j'ai lu des livres. Mais c'est quand même un monde. Il y a un monde entre ce qu'on t'explique, les bonnes pratiques formulées à l'oral ou à l'écrit, et la pratique. Comment tu fais? En fait, déjà, il y a licenciement et licenciement. Il y a licencier parce que on va dire il y a 3 cas de figure. Cas numéro 1, tu as fait une erreur au recrutement. L'erreur, elle peut être réciproque. C'est-à-dire que quelqu'un a pris un job, c'est pas pour lui, ou tu as pris quelqu'un et c'était pas la bonne personne. Il faut t'en rendre compte le plus vite possible. On a parlé de doute tout à l'heure, mais en fait, c'est valable malheureusement avant, mais quand ça ne marche pas, c'est valable aussi après. Donc, il y a un truc qui s'appelle la période d'essai. Il faut vraiment y donner une vraie valeur à cette période d'essai. C'est-à-dire que dans les références. Hein? Tu disais en amont référence. En amont référence et période d'essai en aval. Alors, moi, c'est un sujet, enfin, je m'en suis mordu les doigts, c'est ne pas contrôler suffisamment les références. Ah, t'es obligé. S'il vous plaît, contrôlez les références
On ne le dira jamais assez, mais c'est vraiment combien de fois je me suis fait, alors pas beaucoup justement, mais suffisamment pour m'en souvenir. Effectivement, tu recrutes des gens sur le CV, tu recrutes des gens parce que sur le moment tu penses que ça va le faire, et en fait non, et tu te rends compte après que c'est des gens qui sont... Non, mais c'est hyper important. C'est hyper important les références. Et Ah mais tu vois, moi quand je lance ma boîte, j'ai 23 ans, je viens d'un milieu plutôt de gauche. Contrôler les références, c'est mal. Tu vois, il y a un côté un peu vicieux, pas franc. Toi, t'es à l'aise avec ça? Non, moi je trouve que c'est bien. Ouais. Je pense pas que c'est un sens. Tu vois, moi aussi je suis issu d'une famille plutôt gauche libérale. Ça m'a jamais. Enfin, je vois pas le lien, tu vois. C'est un truc. Pour moi, les références, c'est Il une y a la manière de notion de t'assurer. confiance, la notion de... Mais c'est la référence, tu demandes à. Pour moi, tu le Le demandes au côté un candidat. peu délation, tu vois. Bah non, tu demandes au candidat. Je sais pas, quand t'as des enfants pour une nounou, tu demandes des références. Confier tes enfants, t'as besoin d'être sûr que. Voilà. Bah, confier ton entreprise, c'est pareil. C'est ton bébé, son entreprise. Enfin, je veux dire, si elle marche, c'est super. Si elle marche pas, t'as joué ta vie, quoi. Ouais, toi, tu dis aux entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qui nous écoutent, il n'y a pas de gêne à avoir. Je pense que c'est plus problématique de licencier quelqu'un qui n'est pas un match que de ne pas embaucher quelqu'un parce qu'on a fait le bon travail de prise de référence. Tu perturbes moins la vie de tout le monde. Tu vois, tu t'évites un... Donc voilà, je pense que les licenciements, il vaut mieux les prévenir que guérir, si possible. Mais quand c'est malheureusement trop tard, il faut aussi essayer, si possible, d'identifier les problèmes en période d'essai. Ok. Parce que ça permet quand même une séparation non conflictuelle. Ce qui est terrible dans le licenciement, c'est que ça met... on touche à quelque chose d'extrêmement difficile qui est l'ego. On est tous des hommes, des êtres humains. Et quand on se retrouve en situation d'être licencié, il y a quelque chose au niveau de l'ego, au niveau de l'amour-propre qui est terrible, quoi. On se dit, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que je suis nul? Et moi, je l'ai vu pour avoir aidé des gens dans mon entourage aussi à gérer leur propre licenciement avec leur propre employeur. C'est très très dur côté employé, c'est ce qui est vécu. C'est un déchirement. Donc l'avantage au moins de la période d'essai... Oui, t'as l'impression que c'est une remise en cause de ton être tout entier, quoi. Ouais, exactement. Donc s'il y a une violence, l'employeur lui se dit ça ne va pas, bon bah voilà, il faut que je me sépare d'un tel, comment faire, et puis il respecte le droit. Mais l'employé, il est relâché dans la nature avec le sentiment qu'il est nul. C'est horrible, vraiment, ce truc-là. Et donc au moins la période d'essai permet une espèce de... Ah bah finalement, on se rend compte que c'est pas exactement le rôle que ceci, cela. Et il y a un côté soudain, immédiat, net et non conflictuel. Quand on est hors période d'essai, c'est plus compliqué. Parce que forcément, il faut autant que faire se peut essayer de provoquer une rupture conventionnelle pour au moins rentrer dans un rapport où on s'entend bien, on se dit les choses clairement, on se sépare de la meilleure manière possible. Ce qui devient dur, c'est quand on est dans un licenciement avec un contentieux, quoi, quand il y a un clash, etc. Ça, c'est vraiment très difficile. Et moi, j'en ai malheureusement connu plein. J'ai moi-même plaidé en défendant mon entreprise au prud'homme à quelques reprises. J'ai gagné des prud'hommes en plaidant pour mon entreprise, où justement je voulais pas prendre d'avocat. C'est très très difficile parce que on touche vraiment à l'humain, etc. Il n'y a pas de bonne solution. Je pense que voilà, la seule chose qu'il faut dire, c'est il faut l'éviter. Est-ce que le fait de plus cadrer possible. avec des objectifs, tu vois, quantifiés, datés, ça simplifie quand même les choses? Le fait qu'il y ait un cadre en fait posé clair dès le départ. Je pense qu'il faut monitorer ses employés. Référence avant. 2, période d'essai, faire un vrai check à 3 mois pour être en capacité de dire au bout de 2-3 mois, ça va pas. Et 3, quand il y a une décision qui est prise par la suite, si elle est pour une raison individuelle, effectivement, s'être assuré qu'il y a eu un bon suivi des performances, au moins tous les 6 mois de la personne avec une capacité de le mettre en capacité de step up sur les points sur lesquels il n'était pas bon, pour que ce ne soit pas une surprise. Et après, quand il y a des licenciements pour des thèmes économiques, c'est encore autre chose. Thème économique, ça peut être plus accepté. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une vraie fairness, quoi. Il faut qu'il y ait un groupe de gens identifiés en rapport avec une activité qui ne fonctionne pas. Du coup, c'est pas vécu comme un truc perso. Faut avoir un package, faut que ça soit très net. Faut annoncer à tout le monde au même moment. Faut rassurer ceux qui restent. Ce qui sont des choses que j'ai pu faire. Voilà, c'est quelque chose de différent. C'est plus de la com. Et de le faire de façon très dans une même unité de temps,
pas laisser traîner, quoi. C'est-à-dire, le pire dans les thèmes économiques, c'est quand tu saupoudres tu te sépares de gens en saupoudrés pendant 6 mois, tu crées une culture de la peur qui est terrible dans ton entreprise. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux faire un truc net et gros plutôt que plein de petits au fil du temps. Et est-ce que ça veut dire que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles tu essaies d'être le plus transparent possible au quotidien dans le cas de ta boîte? Ouais, t'as besoin. Alors la transparence... Pas uniquement parce que peut-être qu'un jour tu devras licencier la personne, mais voilà, de façon... comment t'organises ta boîte? T'as 150 personnes aujourd'hui? Ouais, tu fais un Hollands tous les deux semaines. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois tous les 2 Hollands, donc une fois par mois, il y a des questions anonymes qui me sont posées et je change même pas leur intitulé et je réponds devant toute la boîte. Donc c'est-à-dire que j'ai vraiment... quelqu'un peut me poser n'importe quoi comme question, hormis les trucs très très hors sujet. T'as déjà eu des trucs horribles? Non. Ah si, j'ai des questions parfois, j'ai des questions un peu difficiles, mais j'en évite aucune. Du genre quoi? Je sais pas, des gens qui me disent on a viré un tel, est-ce que vous trouvez vraiment que c'était une bonne idée, ou on a viré tel département, ou on a supprimé telle activité. T'as des gens qui t'as aussi une comparaison aussi entre pays, tu vois, t'as des gens qui disent voilà, l'inflation elle est très dure dans tel pays, donc quand t'as des employés qui sont dans 3-4 pays, est-ce qu'on pourrait avoir une hausse des salaires tu vois, en compensation de l'inflation, je sais pas, t'as des trucs qui sont très spécifiques, quoi. T'as des questions qui sont difficiles, mais du coup ça te permet de vraiment avoir la santé de ton entreprise, répondre aux questions. Donc moi je fais ça. Après j'ai un Hollands où... Toutes les 2 semaines? Une fois par mois, c'est réponse aux questions Q&A avec le CEO. Mais toutes les 2 semaines, il y a un Hollands où... C'est ouf ça. Q&A genre une fois par mois. Ouais. C'est un peu, tu montes sur le ring. Ouais, tu te prends des coups, mais bon, tu as les questions quand même 24 heures à l'avance. Donc tu peux préparer tes réponses. Et c'est pas non plus un jeu... Non, c'est pas de live. Non, sinon c'est trop compliqué. Et du coup, tu arrives quand même un peu préparé. Mais no filtre, quoi. 0 filtre. Et après, tu as toujours une même structure de Hollands où on va communiquer sur nos objectifs, on en est où de nos objectifs, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va, etc. Tu vois. Donc tu as un template un peu similaire, donc ce qui permet d'avoir un peu de suivi. Et après, on a du Slack comme 99% des startups, avec tu vois, toujours le channel un peu avec les datas, où tous les matins à 9h, les employés reçoivent les datas de la veille, ils vont à peu près, tu vois, par rapport au BP, par rapport au truc. Donc les gens, ils ont une bonne connaissance de ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Après, tu peux pas avoir une transparence au-delà de ça. Tu peux pas raconter ce qui se dit en board avec tes investisseurs. Tu peux pas. Je pense que le CEO d'une entreprise, il doit faire tampon quand même. Il doit protéger ses salariés, leur dire ce qu'ils doivent savoir pour comprendre, mais ne pas leur dire ce qui risquerait de les inquiéter. Et c'est ça en fait. C'est pour ça que le CEO, c'est une position un peu bâtard, parce que toi en fait, tu reçois les problèmes de tout le monde, plus tes propres inquiétudes personnelles, et tu filtres pour en fait dégager un sentiment de confiance et de certitude dans l'avenir. Donc c'est ça l'enjeu, quoi. Et comment tu fais pour garder cet équilibre, pour rester sain? Il faut pas être, tu vois, noyé sur le... 6 heures de sommeil, 6-7 heures de sommeil, 2 heures par jour avec mes filles, un peu de sport, enfin tu vois, un truc de base, un peu de cliché, quoi. Une espèce d'avoir un rythme de vie un peu quand même cadré, quoi. 6 heures, c'est pas non plus énorme. Ouais, mais ça, faut le dire à mes filles. J'aimerais que ça soit plus, mais elles ont raison des réveils. C'est fini les grasses mat, quoi. Les réveils matinaux, c'est 6h, 6h30 avec un doigt dans le nez de ma fille qui me dit papa, c'est l'heure de se lever. Quelques questions rapides, des questions de société, des questions parfois qui servent à rien, mais par exemple, si tu pouvais changer ta vie avec quelqu'un là pendant 30 minutes, 1 heure, ce serait qui? C'est une bonne question. 30 minutes seulement? 1 heure, enfin vraiment, tu vois, quelque chose, one shot, quoi, enfin rapide. Comment il s'appelle celui qui va dans l'espace? Thomas Pesquet? Ouais. Thomas Pesquet, juste une petite heure dans l'espace, sympa. Plus, c'est anxiogène. Mais 1 heure dans l'espace pour voir quand même, ça doit être quelque chose, quoi. Ah ouais? Pourquoi? Qu'est-ce que t'as... Ouais, ok. Moi, ça me ferait peur un peu. Ouais, mais 1 heure. Ouais. Ce qui te fait peur, c'est le... Ça m'angoisserait, tu vois, d'être là-haut. Tu m'as dit 1 heure. Ouais. Mais avoir ce sentiment-là, ça doit être incroyable. Tu vois, t'es vraiment seul au monde, t'es loin de tout, t'es vraiment très 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 loin de tout, et en même temps, tu vois tout. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez intriguant, c'est un sentiment qui doit être vraiment unique. Ouais, t'es un peu omniscient, enfin, t'as un peu l'impression d'être... de tout voir. En plus, il y a des gens qui réactivent la thèse de
Il y a beaucoup de complotistes en ce moment qui réactivent la thèse de la Terre est plate. Non, j'ai pas vu. Il y a vraiment des gens qui sont à remettre tout en doute et tout. Au moins, là, tu es en haut, tu dis, j'ai vu, c'est rond. Mais tu veux dire, là, il y a des nouveaux trucs ou... Ouais, un petit peu. Ah ouais? Ouais. Mais ils disent quoi? Rien, je sais Mais pas. c'est les ma mêmes femme qui a théories, montré ça. Non, mais il y a beaucoup cette tentation de tout remettre en cause. Je pense que la grande majorité des gens sont au courant qu'elle est ronde, mais... Tu sais, il y a des mecs qui disent qu'en fait, on est dans un aquarium, tu vois, et qu'en fait, la Terre est ronde, mais dans un aquarium. En tout cas, Thomas Estanguet, lui, il peut te dire, tu vois, il a vu le truc d'en haut. Non, mais je pense que la sensation doit être extraordinaire. Ouais. C'est extraordinaire. Enfin, sur une heure de temps, ouais. Toi, tu serais qui, toi? La dernière fois, on a dit quoi? Charles Leclerc. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est une sensation forte, quoi. Tu vois, sentir l'adrénaline, la violence, les à-coups, des rétrogradations, genre... Ça me plairait bien. Ouais, c'est pas mal. On a eu la dernière fois quelqu'un qui nous disait, un homme, qui nous disait qu'il aimerait bien être dans la peau d'une femme, pour un peu vivre. Ouais. Je peux comprendre. Une femme enceinte, peut-être. Ouais. Tu vois, pour au moins comprendre vraiment ce que c'est la féminité au paroxysme, quoi. Ouais, connaître ça, d'avoir un enfant dans le ventre, ça doit être marrant. Enfin, moi, je l'ai vu 2 fois et c'est vrai que c'est assez marrant. Enfin, je l'ai pas vu, du coup, je l'ai pas vécu, mais je l'ai vu et c'est... Ouais, une femme enceinte. Une femme enceinte dans l'espace. Ouais. Pas mal. Il faut réglementer ou pas le recours au jet, selon toi? Le recours au chat? Jet privé, pardon. Ah, au jet privé? Oh, j'ai pas d'avis sur le sujet. Ouais. Franchement, j'ai pas d'avis. Je suis pas assez fort. Je pense que l'écologie, c'est un sujet qui est évidemment important, qui est fondamental. Je pense qu'il y a beaucoup de choses intelligentes qui peuvent être faites avant de s'en prendre aux jets privés qui sont, à mon avis, qui représentent un volume qui n'est pas forcément si important de pollution à l'échelle planétaire. Mais il y a plein d'idées sympas à faire. Ouais. Aux États-Unis, il y a les voies où tu peux prendre que quand tu es à plus de 3, je crois. Tu vois, ouais. Ça c'est vraiment sympa. Et donc tu vois vraiment, tu as des embouteillages et tu vois des mecs qui bombardent sur la voie de gauche parce qu'en fait c'est la voie c'est la voie du covoiturage. Enfin, tu vois, tu as plein d'idées marrantes à mon avis que tu peux faire et qui seraient des bonnes choses. Je savais pas, c'est excellent. Ouais. Supprimer les avions sur les courtes distances. Tu vois, genre ça a plus de sens de prendre un avion pour aller faire, enfin, qu'il y ait des Paris-Londres encore aujourd'hui. Je ne comprends pas. Moi je prends l'Eurostar tous les mois. Je comprends pas qu'il y ait encore des Paris-Londres en avion, tu vois. Alors après, quand tu as peut-être un échange, parce que tu fais Paris-Londres, Londres-New York, j'en sais rien, mais qu'il y ait des directs, je sais pas. Qu'on puisse supprimer les vols directs de moins de 3 heures en train, quoi. Ça me paraît bien. Il y a plein de trucs, tu vois, qu'on peut faire. Après, les jets, ouais, peut-être qu'on pourrait en tout cas surtaxer le mec qui prend un jet en solo, quoi. Parce que c'est vrai que quand tu prends un jet 8 places pour faire un transatlantique et que tu es tout seul et que tu es une star ou que tu es un... Bon. Après, en même temps, les stars, pour des raisons de sécurité, elles ont besoin d'avoir un jet, quoi. Ça paraît con, hein, mais tu peux pas te déplacer facilement, quoi. Quand t'es, je sais pas, Leonardo DiCaprio, quoi. Je sais pas s'il peut prendre comme tout le monde, il peut faire la queue, checker ses bagages chez Air France. Enfin, je sais pas, c'est possible, ça me paraît complexe, quoi. On peut aimer l'argent et être de gauche? Ah, je pense que tout le monde doit avoir un cœur un peu à gauche sur le côté redistribution. Enfin, faut être insensible, tu vois. On dit toujours que quand on est de gauche. Après, Fabrice Lucchini, il dit je suis pas assez riche pour être de gauche. C'est trop exigeant. C'est trop dur d'être de gauche. Je pense que la gauche, la droite veut plus rien dire aujourd'hui. Moi, je me ressens plus vraiment ni de gauche ni de droite. Je me ressens pro-Europe, libéral de ce point de vue-là, mais profondément attaché à la redistribution et sur plein de thèmes de société plutôt à gauche. Donc c'est difficile aujourd'hui de se ressentir ni de gauche ni de droite, sincèrement. Ça n'existe plus, je trouve. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je trouve plus que ça existe, ce clivage. D'accord. Tu regardes beaucoup ce qui se passe en politique actuellement? Ouais, on est obligé. Hein. En ce moment, alors le podcast, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, on verra ce que le monde sera devenu. Mais dans le climat actuel, ouais, la politique est hyper intrigante et effrayante. Après, moi, je suis un profondément amoureux de la politique. J'adore ça depuis tout petit. J'avais voulu faire de la politique à un moment donné. Et moi, je regrette les hommes politiques de l'ère d'avant, quels qu'ils soient en fait. Il y avait une grandeur dans la politique. Alors peut-être qu'il y avait moins de réseaux sociaux et qu'on en savait moins sur leur quotidien. On avait moins ce truc d'immédiateté. Quelle période? Moi, ça m'arrive d'aller sur INA, tu vois, sur INA pour regarder des débats entre Mitterrand et Chirac.
Tu vois, ça, non mais j'ai l'air un peu has-been, mais j'adore où des débats tapis Le Pen. Enfin, il y avait quelque chose de fort, quoi. C'était des hommes d'État. Il y avait et puis quand on devenait président, on devenait quelque chose de grand. Tu vois, tu pouvais être de gauche, de droite, de centre, de ce que tu veux. Il y avait un respect pour la fonction. Et je trouve que les hommes politiques des 15 dernières années, progressivement, ont complètement Ouais, il y avait fait une vraie désacraliser la Oui, il y avait une fonction. vraie sacralisation quoi, de la Ah ouais. fonction. C'était vraiment un truc, quoi, tu vois. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'en tout cas, ils avaient des vraies convictions. C'était peut-être pas vrai, mais on avait l'impression qu'ils étaient vraiment animés. Je sais pas s'ils étaient animés, mais en tout cas, quand il devenait président, il devenait le président de tous les Français, il devenait le président de tous les Américains. Là, on sent que les candidats, quand ils deviennent présidents, restent un peu trop les dirigeants des gens qui les ont élus. Tu vois, il y a moins ce truc-là, et puis s'ajoute le côté... moi, j'aime pas trop voir des présidents sur TikTok, sur machin. Je sais pas, je trouve que ça me perturbe, moi. Ça me plaît pas spécialement. Après, Ouais. c'est devenu nécessaire. Il faut aussi intéresser les jeunes à la politique. Mais je trouve qu'on Ça résume. contribue à quoi désacraliser justement. Si le poste. tu vas toujours dans le thème des débats. Tu regardes le débat entre Hillary et Trump aux élections présidentielles que Trump avait gagné. C'est un débat incroyablement marrant, mais complètement vide de contenu. C'est-à-dire que les arguments de Trump dans ce débat-là, c'est vous avez eu sa gueule, vous n'allez pas voter pour quelqu'un qui a cette tête. Non mais c'est vraiment des trucs aussi fous que ça. Et en fait, on est en train, nous, en France, d'évoluer vers ça. Vers des débats qui sont complètement des débats sans fond, quoi. Avec que des passes d'armes, des trucs comme ça, que de l'immédiateté, que de la bonne formule. Et c'était autre chose, quoi, avant. Je trouve que les débats télé... je crois que le dernier débat qu'on a eu qui était un peu intéressant, c'était Hollande contre Sarkozy. Au deuxième tour, que Hollande gagne. Je ne donnerai pas d'indication sur pour qui je voulais voter, mais ce qui est intéressant, c'était en tout cas il y avait un vrai débat, il y avait une vraie opposition. Il y avait deux mondes qui s'opposaient, quoi. Moi, j'ai beaucoup lu pendant un moment Jean Covici et tous les autres. Si tu les écoutes, c'est niqué, quoi. Il n'y a plus rien à faire. Toi, tu partages ce constat ou tu maintiens un optimisme propre à tout entrepreneur? Moi, je pense que depuis un moment, je pense que la société civile peut faire évoluer plus le monde fondamentalement sur des choses que les hommes politiques. Les hommes politiques peuvent l'accompagner s'ils arrivent à lire la société civile, mais les grands mouvements... Mais donc toi, tu as un mindset d'entrepreneur, tu es optimiste, tu es positif, Ouais, on va trouver des solutions. Je pense qu'on va trouver des solutions, et je pense que la technologie, je pense que c'est pour ça aussi que je fais ça. Je pense que la technologie, je pense que l'entrepreneuriat peut amener beaucoup de grands changements. Tu as des changements de société, genre... Parce qu'eux, ils disent ça sert à rien, quoi. Hein. On a beau arrêter l'avion, la viande, etc., c'est fini. Ok, mais si par exemple Elon Musk, il avait réussi Hyperloop, bon, c'est plutôt le projet qui n'a pas marché, t'aurais eu, qui était le projet de faire un train à 800 km/h, ou je sais plus combien, qui te permettait d'aller d'un bout à l'autre de la East Coast, West Coast, qui développait d'ailleurs à Toulouse, c'est un truc qui était développé à Toulouse, il aurait fait plus, tu vois. Et aujourd'hui, Solar City, plus les satellites envoyés par SpaceX, demain vont peut-être remplacer et le nucléaire, et tu vois. Donc, non, je pense que l'innovation, elle peut venir de la technologie, de l'entrepreneuriat. Et finalement, il y a peut-être plus d'impact sur le monde à avoir sur ce terrain-là et moins de contraintes. D'ailleurs, souvent, les régulations, les lois, suivent les innovations. Donc, tu as des choses qui se produisent, il y a un vide juridique, puis ensuite, le législateur, il court derrière pour essayer de mettre une loi dessus, tu vois. Donc ça, je pense que c'est peut-être moi ce qui m'anime le plus aujourd'hui. Est-ce que toi, dans Shares, tu vas pousser pour des classes d'actifs qui sont plus vertes que d'autres? Cher, ça doit être un généraliste. Donc en fait, nous, on met les gens en position de prendre des décisions et de les comprendre. Donc on a des investisseurs un peu influenceurs qui mettent en avant justement des actifs plus green, et du coup qui peuvent expliquer, et c'est très bien, et nous on doit mettre en avant ces gens-là, ces discours-là. On doit bien classer les actifs pour que les gens dans les différentes catégories savent dans quoi ils mettent les pieds. Après, voilà, moi j'ai pas de problème avec quelqu'un qui veut investir sur un fonds, sur du carburant, si c'est son choix. Enfin, nous on doit rester neutre en fait, on est une marketplace. On doit juste donner le champ des possibles. Et informer. Et justement, quand on sera à 10 heures par semaine, 7 semaines de congés payés par
par an, qu'est-ce que vont faire les gens? Déjà, je pense que l'IA va remplacer beaucoup de gens à terme. Un peu comme si on lit Karl Marx, à un moment donné, on va arriver à une ère où les gens n'ont plus de travail, sont remplacés par des machines. Et donc, il va falloir forcément qu'il y ait une forme de redistribution et que les gens soient dans une espèce de revenu universel. À un moment donné, il va y avoir un revenu de base universel, c'est certain, mais ça, c'est si on tire le trait à très très long terme, parce qu'on ne peut pas avoir un monde dans lequel les gens n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, quand ils seront Et que vont remplacés- faire les gens? C'est une grande question. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est une grande question. T'as vu Wall-E? Ils vont rester Ouais. ils vont rester sur un petit robot, ils vont manger, ils vont devenir obèses, je sais pas. Non, je sais pas, on verra. Ok. Bon, moi, il y a une question que je vous pose souvent, c'est une fois qu'on a conquis tous les territoires, que t'as plein de cash, que t'as tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'on fait? Tous les territoires. On va sur Mars. C'est Ouais. ce qui Elon Musk essaie de faire. Elon Musk, en vrai, il est sans filtre, mais il fait un peu tout haut ce que tout le monde rêverait de faire. Après, il fait aussi des choses très bizarres parce que une personne comme lui est forcément animée de mouvements contraires. Mais je pense que tu donnes 100 ou 200 milliards à n'importe lequel d'entre nous. On a tous envie d'aller sur Mars. On a tous envie. Enfin, en tout cas, on peut tous se projeter sur ce type de rêve futuriste, quoi. Donc, je pense qu'il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours une idée en plus. Quand t'auras 1 milliard sur ton compte, tu feras quoi? J'essaierai d'en faire 2 ou 3 ou 4 et toujours en ayant un tiers ou la moitié de mes investissements dans redistribuer, recréer pour qu'il y ait une poursuite et le reste dans peut-être des sujets plus patrimoniaux. Mais l'idée, c'est toujours avoir la moitié qui repart dans le système, quoi. Donc tu le disais tout à l'heure, Shares, c'est pas 2-3 ans et puis tu passes à autre chose. Ouais, parce que Shares, c'est big, tu vois. En fait, Ouais. t'as pas la contrainte du brick and mortar, comme j'ai eu avec FitHouse. Donc, c'est pas des retail où tu as un scale qui est limité. T'as quand même moins de contraintes que Stuart. C'est pas des opérations. Tu vois, Stuart, quand j'ouvrais une ville, il fallait arriver dans la ville, signer des clients. Il y avait un sujet d'offre et de demande, donc il fallait avoir à la fois des donneurs d'ordre et de l'autre côté avoir des livreurs et être en capacité de les mettre en relation. Donc il fallait, c'était pas évident comme scale. Aujourd'hui, nous avec Shares, on est passeporté dans 27 pays. Donc aujourd'hui, mon terrain de jeu pour l'instant, c'est l'Europe. Donc en fait, il n'y a pas de limite, quoi. À part traduire, je peux ouvrir et offrir mon produit dans toute l'Europe. C'est quoi les ordres de grandeur? Donc toi, tu prends 1 euro 1 euro à par chaque transaction. trade. Ouais. Voilà. Et les ordres de grandeur, c'est quoi? Enfin, il y a combien de clients potentiels? Combien il y a des millions de clients potentiels. Enfin, tu vois, et puis ça, avec Mais un aujourd'hui, million de les gens clients, font comment? C'est quoi? C'est Boursorama? C'est sur En France, Revolut, on peut faire. ouais, sur Revolut, tu peux faire. Ouais. En fait, si tu veux, tu as des acteurs étrangers qui proposent des CFD, on en a mentionné un tout à l'heure. Tu as des acteurs étrangers qui proposent des actions. Il y en a plusieurs qui sont des néo-brokers, qui eux vont avoir une offre assez similaire en termes de produits, mais pas en termes d'enveloppe, parce qu'en fait, ils vont pas franciser leur offre. Donc en fait, ils vont te donner accès à des actions, des ETF, des cryptos, mais pas à un compte titre pro, demain un PEA, un PER, etc. Ils vont se contenter du compte titre simple. Donc nous, on essaie de prendre le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire à la fois le côté français d'un Bourso, d'un Fortunéo, avec tu vois, les bonnes enveloppes qui vont bien et même plus encore, et en même temps le côté fluide, sympa des néo-brokers. Donc si tu cumules les deux, à cette intersection, on sera le seul. Et ça représente combien en termes de flux, en termes de CA? Je pense que sur le marché français, il y a un potentiel de plusieurs millions d'utilisateurs. Quand tu factures 1 euro, toi, c'est quoi tes coûts? C'est compliqué. On a déjà une plateforme, on a des employés, on a des opérations, donc c'est des coûts fixes, le fait d'opérer l'activité. Quand on onboard un client, on fait un ID check, donc on vérifie son passeport ou sa carte d'identité. Donc il y a des coûts d'onboarding qu'on ne refacture pas au client. Donc nous, un client en fait, qui ouvre un compte chez nous, il nous a déjà coûté de l'argent. On lui a créé un IBAN, il a un IBAN avec un compte de dépôt. Donc en fait, un client, avant même qu'il ait dépensé et qu'il nous ait rapporté quelque chose, nous, il nous a coûté de l'argent. Et après, sur les transactions, on a des costs of sales liés à nous-mêmes passer des ordres. Mais après, l'avantage en étant une plateforme de brokerage, c'est que toi, tu batches tes ordres. Donc en fait, quand toi, tu achètes une action à Amazon, nous, il y en a des centaines ou des milliers qui ont acheté une action ou qui ont vendu une action à Amazon. Et nous, on va netter
la position buy et sell, et on va dire, bah voilà, on en a vendu 100 actions aujourd'hui, on en a acheté 30, donc il y a un net de 70, et on Et exécute est-ce que l'ordre. vous vendez cette information? Non, c'est interdit. Parce que c'est ce que faisait Robinhood, non? Mais c'est pas autorisé en France de faire du paiement for order flow. Donc Tu peux nous expliquer c'est quoi ça? Enfin, le paiement for order flow, c'est en fait, tu exécutes un ordre à un prix, c'est ouf ça que ça existe aux États-Unis. et ça existe en Allemagne aussi. C'est autorisé en Allemagne. Donc tu exécutes un ordre, tu dis, par exemple, une action, elle vaut 30. Tu l'exécutes à 30. Et en fait, toi, derrière, tu vas voir ce qu'on appelle des market makers, qui tiennent en fait des carnets d'ordre avec des gens qui sont prêts à acheter, des gens qui sont prêts à vendre en dehors des marchés. C'est-à-dire que tu as le prix public sur le marché, on dit une action, elle vaut 30. Mais en fait, si demain, je sais pas, Bernard Arnault, il veut vendre 8% de Carrefour, il peut pas aller sur Boursorama et il les met en vente. Il va pas trouver des gens en face pour un tel volume. C'est le rôle des market makers, en fait, qui sont en dehors des marchés et qui garantissent la liquidité. Donc ils vont trouver un mec qui veut acheter quand un mec veut vendre, en gros. Et ils tiennent ce qu'on appelle des carnets d'ordre. Mais du coup, c'est des prix négociés, avec des prix qui peuvent être plus ou moins proches. Alors si le prix marché c'est 30, ça va pas être 10, mais ça peut être 28 500, ça peut être, etc. Donc la différence, Robinhood la garde pour lui. Ils ont ce qu'on appelle un kickback, c'est ce qu'on appelle le spread, la différence. Et donc en fait, toi en tant qu'utilisateur, on t'a affiché un prix à 30, on l'a exécuté à 29, et tu as quand même payé 30, et tu le sais pas, tu n'as pas l'information, donc c'est ça le problème, c'est le manque de transparence. Et le delta, qui peut être plus ou moins important, ce spread, le broker va le garder pour lui. Mais tu peux pas vendre l'information selon laquelle tu peux pas dire attention là on a un batch, c'est un truc de fou, tout le monde va acheter du Total, il se passe un truc. Non. Puis pour qu'il se passe un truc sur Total, il faut vraiment avoir beaucoup de gens. Donc oui, techniquement c'est possible, mais il faut vraiment en avoir beaucoup. C'est des grosses capitalisations quand même. C'est pas juste 30 000 users qui vendent 2 000 €, c'est peanuts. Il faut vraiment avoir des mouvements beaucoup plus importants pour qu'il y ait un impact sur le marché, quoi. D'accord. Des conseils pour nos auditeurs pour vivre une vie épanouie, intense, riche? Prenez le temps de passer du temps avec votre entourage, les gens que vous aimez vraiment. Ça, c'est important parce que le travail, on parle dans des podcasts, on parle beaucoup de travail, d'accomplissement perso, c'est bien, mais faut prendre le temps aussi pour sa vie perso, pour son petit cocon et tout. Ça, je pense, c'est hyper important parce qu'à la fin, c'est tout ce qui reste, je pense. Donc, c'est un point important. Et vous mettez aucune limite, en revanche, dans vos projets perso, quoi. Les gens se limitent trop, j'ai pas d'idée, j'ai pas l'équipe, j'ai pas le réseau. Moi, je cite toujours la phrase de Orelsan, si tu veux faire un film, prends juste un truc qui filme. Et c'est vrai, hein, donc les gens se mettent trop de limites. Donc, mettez-vous zéro limite. Et pour conclure là-dessus, comment on fait pour trouver des idées? Comment on fait pour trouver cette ou ces passions? Il faut trouver une idée qui profondément fait un lien avec ton histoire perso, ce que tu apportes au monde qui peut être différent. Si tu fais une idée juste parce que tu trouves que l'idée est cool, mais que tu n'es pas la bonne personne pour développer cette idée, ça ne va pas marcher. Il faut vraiment être certain. Mais comment on sait? Il faut te projeter sur l'idée pendant moins 10 ans. Il faut te dire, est-ce que pendant les 10 prochaines années, j'ai envie de me lever chaque matin pour ça? Est-ce que les interlocuteurs que je vais avoir sur ce thème-là me plaisent, m'intéressent? Si t'aimes pas le sport, si t'aimes pas le fitness, t'ouvres pas des salles de sport, il faut que tu sois passionné par le truc. Si t'aimes pas la cuisine, tu te lances pas dans la restauration. Il faut vraiment être passionné, parce que le souffle entrepreneurial, en fait, il se renouvelle pas s'il n'y a pas de la passion, quoi. Donc, il faut vraiment, en fait, qu'il y ait un match entre l'idée et la personne, quoi. Et après, les idées sont dans l'air, donc il faut juste ouvrir les yeux, se questionner, puis après, il faut à un moment donné se lancer et pas avoir peur aussi de rechallenger une idée qui ne marche pas, pour évoluer vers quelque chose d'autre, pivoter, etc. Donc l'idée n'est pas pour toujours aussi, quoi. Elle peut changer, elle peut évoluer, elle peut s'améliorer, mais il faut se lancer, quoi. Faut arrêter de se freiner et de dire j'ai pas d'idée. C'est insupportable, ça. Combien de fois on m'a dit j'ai pas d'idée? Ouais. C'est comme si j'avais de la chance. Tu sais, t'as de la chance, t'as une idée, moi j'ai pas d'idée. Mais il n'y a que ça, des idées. Moi à l'inverse, moi j'ai une idée, mais j'ai plein d'idées que je peux ne pas faire, donc s'il y a des gens qui nous écoutent, ils peuvent me contacter, je leur donnerai volontiers quelques idées. Mais il n'y avait pas une boîte comme ça qui vendait uniquement des idées? Ça te dit rien, ça? C'est une boîte de VC et les mecs s'étaient dit non mais vas-y, en fait, nous on va juste taffer les idées et puis on va vendre ça. Non, t'as eFounders qui te propose à des mecs, tu vois, de les aider à confonder des boîtes, SaaS, etc. Et à l'époque, il y avait Rocket Internet
qui Je faisait me, des je me choses. souviens mais- plus, non, c'était pas. Ma Rocket, c'était incroyable ce qu'ils ont fait. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné? Bah, ça a très bien fonctionné, tu rigoles ou quoi? Ah ouais? Bah, ils ont créé Zalendo, ils ont créé Jumia, ils ont créé CityDeal qu'ils ont revendu à Groupon. Ça a très bien marché. Et ça s'est coté en bourse. Jumia s'est coté en bourse, Zalendo s'est coté en bourse et Rocket aussi s'est coté en bourse. Non, ça a très bien marché. Après, c'était une époque où les frères Samware. Il y a ils beaucoup de gens prenaient- je rencontre qui me disent qu'en fait c'était. Enfin, que c'est cassé la gueule grave, que c'était pas si ouf que ça. Ah non, c'était incroyable. Ah ouais? Ok. Non, c'était à l'époque incroyable. C'était le plus gros startup studio du monde. Donc non, ça a été une... Mais après, quand tu lances 200 boîtes, t'en réussis 10, t'es content. Hein. Benjamin, merci beaucoup. Merci. On te suit sur quel réseau? Shares? LinkedIn, Shares évidemment. Et, Pour voir tes trades. Shares pour voir mes trades, LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif, ou Instagram éventuellement, mais surtout LinkedIn et Shares. C'est quoi tes perfs sur Shares? Alors, mes perfs sur Shares, bah, en fait, comme je fais beaucoup d'achats-ventes, la perf, elle est calculée en fonction de le total montant investi. Donc, moi, comme je fais beaucoup d'achats-ventes, ça dilue. Donc, en perf affiché, je suis autour de 5. Après, en réalisé, je suis plutôt autour de 30 par rapport au montant investi de départ. Voilà. Sur 6-7 mois. Bon, c'est pas mal. Bon, après, j'ai eu de la chance, les marchés ont fait que comme Il faut ça. continuer. Et donc, je suis surtout sur le marché US. Voilà. Merci beaucoup. Merci.